Eh bien, bonsoir tout le monde. Il est 18h03. C'est la première au poste. Donc après plein d'essais hier soir, à midi, etc. Donc je remercie infiniment tous ceux qui m'ont aidé pour faire cette première émission qui va avoir lieu avec Sébastien Rocher, que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais je voudrais vraiment d'abord remercier Sophie, dit la Duchesse, qui a préparé la maquette, François, qui m'a aidé des nuits et des nuits à régler les problèmes de son, de vidéo, Host Politique, Robin, et tant d'autres. Et puis à la fin de l'émission, je vous annoncerai en fait ce que va devenir probablement au poste. Et donc là, pour l'instant, ce soir, c'est une toute première. Donc, je vais changer de scène et la scène, pour dire à Sébastien, c'est la façon de, comment dirais-je, de- d'agencer la mise en page du stream. Alors normalement, la transition devrait avoir lieu. Donc je fais effectivement la technique moi-même et j'espère que l'image va être correcte, l'image de Sébastien Rocher qu'on devrait voir maintenant. Alors effectivement, là je vois que ça, il y a un petit souci qui est étiré. Je vais essayer d'arranger ça dans quelques secondes. Je voudrais rappeler que tu es directeur de recherche au CNRS, à Sciences Po Grenoble, que tu as été, je ne sais pas si tu l'es encore, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis quand même un certain nombre d'années maintenant. On va parler d'un film que tu as réalisé, co-réalisé récemment, qui s'appelle Police Attitude, 60 ans de maintien de l'ordre. Mais je voudrais quand même présenter, je crois que c'est ton dernier bouquin, De la police en démocratie, qui est chez Grasset. J'en prendrai un ou deux extraits tout à l'heure. Et moi, j'avais lu en son temps celui-ci. Alors, je ne sais pas si tu le vois dans le retour. Le frisson de l'émeute, violences urbaines et banlieues, que tu avais écrit après les émeutes de 2005, les renseignements généraux les ayant appelés soulèvement populaire des quartiers. Toi, tu parlais de violence urbaine et banlieue. Mais voilà, donc ça, c'était le frisson de l'émeute. Et il y a eu une petite tentative de changer la police aux alentours des années 95-2000. C'est la fameuse épisode de la police de proximité, où on a dit qu'on allait essayer de faire la police autrement. Et donc, on devait la réorganiser pour la rapprocher de la population. Mais ça a été un petit épisode, compris entre 2000 et 2002. Et en dehors de cet épisode, la police est toujours la même en France, depuis 40 ans. Elle ne s'est pas adaptée à son environnement, elle ne s'est pas adaptée à la transformation des aspirations, elle ne s'est pas adaptée à la transformation de la sensibilité. Les comportements violents de la police qui étaient mal vécus en 1980 apparaissent aujourd'hui complètement insupportables. Donc la police est la même. Elle n'a pas trouvé les moyens d'écouter les citoyens. Elle n'a pas trouvé les moyens de définir ce que c'est qu'un service de qualité et d'essayer de le rendre. Elle s'est refermée sur elle comme une sorte de citadelle. Et les policiers d'ailleurs parlent comme s'ils étaient assiégés par une société très violente, très agressive à leur égard, et qu'ils étaient les derniers espoirs de cette société. Donc voilà, il y a aujourd'hui une sorte de mentalité de subir un siège. Donc la police qui est censée secourir la société serait aujourd'hui assiégée par la société. Alors, excuse-moi parce que j'étais encore en train de régler des histoires de son, mais je crois que tout est bon maintenant. Et là, on te voit bien, je réglerai l'image. Alors, ce que je trouve très étonnant, en effet, c'est ce que tu viens de dire sur l'idée que la police se sent assiégée. On pourrait dire que tu fais partie de cette génération de chercheurs, de sociologues, qui ont vu, sauf erreur de ma part, dans les années 90,
début 2000, une ouverture de la police à vos travaux, à vos recherches, à votre regard, plus ou moins critique selon les chercheurs, mais qu'importe, il y avait quand même une forme d'ouverture de la part de la maison police, on va dire ça comme ça, ouverture qui s'est refermée, si je puis dire, assez brutalement ces derniers temps. Oui, alors oui, disons que la police française, c'est pas refermée, elle s'est jamais ouverte durablement. Disons, il y a eu des moments qui étaient plus favorables. Au début des années 80, donc il y a un sénateur, Monsieur Bellorget, qui rend rapport à Gaston Defferre, qui est le ministre de l'Intérieur de François Mitterrand, du premier gouvernement mis en place, François Mitterrand, qui est élu en 1981. Et dans ce rapport, Bellorget dit, voilà, il faut que la police soit une police de service du public, bon, et que cette police rende des comptes localement aux citoyens et qu'elle soit plus transparente. Et devant des propositions aussi effrayantes, le ministre de l'Intérieur socialiste, Gaston Defferre, a refusé et rejeté le rapport qui a été publié de très nombreuses années plus tard. Donc, dans les années 80, il y a un certain nombre de gens qui ont envie de faire des choses nouvelles, et puis il y a Pierre Jox qui va mettre en place le code d'éthique de la police nationale, donc une réflexion avec le soutien des syndicats, qui pensent qu'il faut un code d'éthique pour comparer avec aujourd'hui, où on a des organisations syndicales qui, pour les plus grosses d'entre elles, pensent que la police n'a pas besoin d'éthique, elle est l'éthique, elle n'a pas besoin. Bon, dans les années 80, voilà, il y a une nouvelle sensibilité, puis il y a la création d'un institut, l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, qui était fait Oui. pour faire réfléchir la police sur elle-même, toujours sous l'impulsion de Pierre Jox. Donc un institut pour que la police réfléchisse sur ses pratiques. Un chercheur, Dominique Monjardet, a été associé très, très étroitement à la création de cet institut, au lancement de recherches sur la police, donc la police comme objet, pas la police comme sauveur, mais la police comme objet sociologique qui peut bien faire, qui peut mal faire, qui peut, voilà. Et ça a été une période avec un certain nombre de publications, alors qui ne sont pas connues du public, les cahiers de la sécurité intérieure, c'est pas un titre ultra sexy évidemment, donc une période pendant laquelle oui il y a un certain renouveau, mais c'est finalement une période voilà relativement courte, et puis l'idée qu'en France on n'a pas besoin de la science pour faire la police, c'est une idée qui on va dire est chassé de naturel, il revient au galop. Voilà, il y a eu une sorte de parenthèse à un moment donné qui dans les autres pays, je pense à la Belgique par exemple, ne s'est pas refermée, mais qui en France, malheureusement, s'est refermée. Dans cette historique, on fait un bond. Il y a en ce moment un Beauvau de la sécurité. Alors là, je m'adresse à ceux qui sont en train de nous regarder. Normalement, le son des alertes, je l'ai sucré, je l'ai supprimé. Donc, vous ne devriez plus avoir le son des alertes. Si c'est pas le cas, vous me le dites. C'est stressant, quoi. C'est stressant de faire les réglages en même temps. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, surtout, on est là pour débattre ensemble. C'est-à-dire que une fois que les questions techniques seront réglées, posez toutes les questions que vous voulez à Sébastien, qui vous répondra avec grand plaisir. Je fais un bond dans l'histoire et j'arrive à aujourd'hui. Le Beauvau de la sécurité. Le Beauvau de la sécurité s'est présenté comme euh, une réponse à la crise morale que traverse à la fois la police et le regard de la société sur la police qui s'est exprimé ces derniers mois, ces dernières années, etc. Quand tu as d'abord appris l'existence de ce Beauvau de la sécurité, qu'est-ce que tu t'es dit, vraiment le tout premier sentiment que tu as eu par rapport à ça? Bon, quand on a travaillé longtemps sur la police, c'est difficile d'être optimiste, parce que quand on a constaté ce phénomène de congélation d'un organisme complexe pendant une quarantaine d'années, d'imaginer la décongélation, c'est compliqué. Mon côté un peu optimiste m'a fait aussi dire que bon, il faut voir. Il faut voir. Tout le monde peut se tromper, on peut avoir des préjugés. J'imaginais mal un ministre de l'Intérieur
qui n'avait pas de politique, parce que malheureusement, M. Darmanin n'a pas de politique policière. Il fait un certain nombre d'annonces, ils en fait même de très nombreuses, dans différentes directions, mais il n'y a pas de politique. On ne sait pas, on n'a pas plus informé sur ce à quoi sert la police, quelles sont ses missions prioritaires, comment les citoyens peuvent être mieux associés à la définition de ces missions. Donc, on n'a pas de renseignements sur tous ces aspects-là. Donc, j'imaginais mal une révolution. Mais en matière de police, on apprécie les petites évolutions. Donc, même si ce n'était pas une révolution, je me suis dit, bon, bah, il y a peut-être quelque chose qui peut en sortir. Et l'idée, le concept est intéressant. La mise en œuvre, on pourrait discuter. Mais le concept, l'idée qu'en France, on discute enfin de la police avec une diversité de points de vue, puisque c'était ce qui était annoncé initialement, et avec en plus des syndicats qui étaient aux abonnés absents. Donc l'idée que les élus locaux, les associations de victimes, les personnes qui sont mobilisées contre les violences policières, des journalistes qui ont aussi un certain nombre de problèmes pour faire leur travail aujourd'hui, que toutes ces personnes, les avocats aussi, soient rassemblés pour discuter de la police. Et ça me paraissait bien. Un des fondements de la démocratie, c'est la délibération. Donc la délibération, Oui. c'est quand des gens n'ont pas le même avis. Parce que si vous mettez dans une seule pièce tous les gens qui pensent la même chose, vous n'avez pas de délibération. Vous avez des gens qui sont déjà d'accord et donc ils n'ont pas forcément de choses très très neuves à dire. Donc l'idée qu'il y ait une délibération publique sur la police, ça me semblait une bonne idée. Donc voilà, j'étais sceptique, mais je disais, bon, pourquoi pas? Et alors, donc ça, c'était avant. Et puis ensuite, il y a eu le premier rendez-vous donc, qui a eu lieu le 8 février, qui était les liens police-gendarmerie-population. Alors, pour ceux qui ont regardé, c'était assez sidérant parce que 3 heures de débat. Alors déjà, on note qu'il y avait quasiment pas de femmes, il y avait que des hommes, il y avait que des, bon, enfin voilà, que des gens qui étaient d'accord à quelque chose près. En effet, pas du tout de gens. Je viendrai tout à l'heure parce qu'il y a eu un papier intéressant dans Le Monde cette semaine sur les recalés du Beauvau de la sécurité. Et surtout, ce qui était saisissant, c'est qu'en fait, le seul problème qui ressortait, c'était pas le travail policier, c'était pas les pratiques policières. Ne parlons évidemment pas de la violence policière ou choses comme ça, mais que c'était simplement un problème de com. Pendant 3 heures, il a été question quasiment que de ça, en disant on communique mal, on communique pas assez, etc. Il faut aller, notamment sur les réseaux sociaux, il faut aller sur Twitter, Instagram, lutter pied à pied, enfin c'était pas lutter, mais enfin, c'était ce que ça voulait dire, et certains ont parlé de guerre de l'image. Est-ce que tu as regardé déjà cette... Parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que ces débats ont lieu, pour le coup, en toute transparence, puisqu'ils sont streamés sur Twitter et sur Facebook. Il y a très peu de gens pour regarder. Hier, on en parlera tout à l'heure, hier, on était dans les grands moments à peine 50 sur Twitter à regarder, c'est-à-dire c'est quand même très très peu pour un ministère. Mais cette idée-là que finalement le problème lien police-population, ce serait uniquement un problème de communication, comment tu l'expliques? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, si on regarde le casting, donc si on regarde qui est-ce qui était invité et qui est-ce qui n'a pas été invité, on comprend disons, la dynamique. Donc on a invité des responsables d'instituts de sondage. Bon, les instituts de sondage posent des questions pour des sondages de presse. Hein, c'est quelque chose d'assez différent de la recherche. On peut faire de la recherche avec des enquêtes d'opinion, mais disons que si l'outil est le même, l'interrogation des gens, la manière de concevoir le travail d'enquête est pas tout à fait le même. Donc on a un responsable d'institut de sondage, on a des gestionnaires d'entreprise, on a personnes qui sont des anciens policiers qui animent des groupes de loisirs pour les jeunes. Donc, bon, on a une sorte d'entre-soi policier ou de manager. Donc, c'est ça. L'idée, c'est que les bons interlocuteurs ne sont pas ceux qu'on a entendus le plus et puis qui sont un peu à l'origine de ce Beauvau. C'est quand même la crise morale de la police. Hein. C'est une police qui a mutilé 30 personnes en 6 mois, ce qui est absolument sans précédent à l'échelle de l'Union européenne.
en termes de nombre de citoyens tués par la police. Maintenant, bon, la France est malheureusement dans une situation qui est assez peu enviable, toujours dans l'Union européenne. Et en matière de contrôle d'identité, maintenant, la France est, à l'échelle du Conseil de l'Europe, un des pays qui est pris comme anti-modèle. Donc, il y avait une Ouais. véritable crise morale. Donc, ce qui, moi, m'a frappé, c'est le décalage entre l'ampleur de cette crise morale et un casting qui était plus un casting, j'ai envie de dire, de chefs de rayon, de gens qui allaient régler la manière dont on disposait les boîtes de petits pois, qui ne se posaient pas la question de l'approvisionnement, de, Ouais, de ce que ouais. voulait la clientèle, s'il y avait un changement dans les manières de consommer, etc. Donc c'est ça qui m'a frappé. Et bon, si on relit ce qui a été écrit dans les années 70, et puis même un petit peu avant, après mai 68, déjà, enfin, la grande idée de la police, c'est qu'elle travaille bien, simplement, elle ne sait pas, les gens ne comprennent pas, les gens sont peut-être un peu bébêtes, ils ne comprennent pas la qualité de la police française, son dévouement et son efficacité. Voilà. Donc ils ne sont pas compris, ils sont des incompris, et en plus, ils se font prendre à partie, ils se font agresser, etc. Donc, c'est pas un problème de pratique. Le problème, c'est pas les pratiques policières. Le problème, c'est pas les contrôles d'identité. Le problème, c'est pas les plaquages au sol. Le problème, c'est pas l'usage des armes et des LBD. Le problème, c'est pas de pas savoir faire la police des banlieues. Le problème, c'est effectivement de pas savoir communiquer. Donc, toute cette première phase aurait dû être l'objet d'une discussion. Quel est le problème? Et c'est cette discussion bon, qu'il n'y a pas eu, malheureusement. Et donc, je dirais, c'est un peu un Beauvau pour rien. Peut-être voilà, peut qu'on peut espérer qu'une Est-ce que deuxième dans, édition. est-ce que dans, on va dire, l'histoire depuis 68, est-ce que c'est déjà arrivé que le ministère de l'Intérieur dise entrouvre la porte, on voit très bien que c'est à peine, c'est même pas entrouvert, mais est-ce que c'est arrivé quand même qu'il y ait cette posture-là, de dire on va discuter avec une partie de la société civile? Non, justement, et c'est ça qui était la partie intéressante de l'initiative. C'est pour ça que bon, je disais il faut payer pour voir, un peu comme au poker. Hein. Donc, parce que l'idée que les citoyens puissent s'exprimer, les usagers puissent s'exprimer, les associations de victimes de la police puissent s'exprimer, ça aurait été une idée véritablement neuve. Absolument. Et puis l'idée, par exemple, de reconnaître des problèmes, de reconnaître le problème de l'usage des armes, de reconnaître la discrimination dans la police, qui est un fait scientifiquement établi. Ça, il faut quand même le dire, qu'il il n'est pas reconnu par les autorités publiques, mais les plus grands instituts de recherche français, le CNRS, l'INED, les grands centres de recherche comme à Sciences Po, Paris, le Défenseur des droits et d'autres organismes ont montré cette discrimination. Donc, voilà, c'était l'occasion d'en discuter. Et malheureusement, donc, cette occasion, elle est là, le cadre est là, mais il est rempli d'une manière telle qu'on ne peut pas aborder les problèmes dont on a besoin de discuter ensemble. Parce que l'idée, c'est pas que les gens n'aiment pas la police, qu'ils ne veulent pas. Non, l'idée, c'est que les gens n'aiment pas la mauvaise police. Donc, Alors il n'y a ça, pas du tout de rejet de la police. Voilà. ça c'est ton truc. Ah, c'est un peu un slogan que tu sors régulièrement. Oui, voilà. On va essayer de simplifier. Oui, non, non, mais il est efficace. Il est efficace. Alors, je t'interromps une seconde parce que là, il y a Total la ripette qui nous dit côté députés, députés et sénateurs invités, pas de contradiction. En effet, les sénateurs qui sont là, encore que hier, le sénateur de, je crois, de Seine-Maritime, Leroy, a parlé de la police, enfin comme d'un grand corps malade, ce qui a suscité des réactions assez terribles de la part de certains syndicats de police qui ont assez mal pris le fait que un sénateur puisse parler comme ça. Mais c'est vrai que tout ça, c'est ce que tu disais à l'instant, Sébastien, c'est quand même l'entre-soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition. Mais est-ce qu'en même temps, ça aurait été le lieu qu'il y ait des députés ou des sénateurs de la France insoumise enfin voilà, de l'opposition ou du Front National est-ce que ça aurait été le lieu? Ben, oui, enfin, il y a un débat politique, c'est-à-dire qu'en France, on a des partis politiques,
bon, les Français ne leur font pas du tout confiance, mais enfin, on a quand même des partis politiques et les partis politiques, comme dit la Constitution, concourent à l'expression de la démocratie. Donc on ne sait pas faire de démocratie sans parti politique. Bon, donc on a des partis politiques, donc là il y a des avis divergents. Il est logique que ces avis divergents s'expriment, qu'on ait aujourd'hui une meilleure connaissance des positions des uns et des autres. Donc il y avait un débat pour les élus. Et c'est vrai que c'est Henri Leroy, Henri Leroy, oui, il c'est a ça. mis en cause, il a parlé d'un grand corps malade en parlant de la police. C'est vrai, c'est à la fois l'esprit qui est malade et le corps qui est malade. C'est-à-dire qu'il y a une crise morale et une crise organisationnelle, avec un déficit de contrôle sur les comportements des agents, un déficit de contrôle de la part de l'encadrement local, un déficit de contrôle de la part de l'IGPN, un déficit de contrôle généralisé qui aboutit à un certain nombre de difficultés. Bon. Et il y a donc un déficit du management, et c'est probablement là que M. Le Bars a été piqué, c'est qu'effectivement aujourd'hui, les gardiens de la paix mettent en Le Bars, cause... le porte-parole d'un des syndicats des commissaires, David Le Bars. Voilà, et donc lui, en tant que commissaire, bon, les commissaires, c'est eux qui ont l'essentiel des primes, qui sont des primes extrêmement substantielles, parce que dans le nouveau management public, hein, on va rémunérer les cadres s'ils atteignent des objectifs, mais l'essentiel des bonus, en fait, vont à l'encadrement. Il s'agit Oui, de faire travailler mieux les autres. Hein. Et absolument. donc, quand on dit il y a une crise du management, parce que c'était un des termes utilisés par le sénateur Les Républicains, monsieur Leroy. Bon, effectivement, c'est logique, parce que cette mise en cause, elle est faite par les sénateurs, mais elle est aussi faite par les agents. Aujourd'hui, les agents disent qu'est-ce que font les commissaires, qu'est-ce qu'ils connaissent du travail de police, et quelle est leur véritable plus-value. Donc cette interrogation-là, elle est légitime à poser. Une organisation, quand il y a des problèmes, on ne commence pas par incriminer les ouvriers. On se pose et on demande au chef, mais est-ce que vous avez fait les bons choix? Si tout d'un coup les voitures de chez Peugeot se vendent plus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, Mhm. bon, on ne dit pas aux ouvriers, vous avez produit les mauvaises voitures, parce que ce n'est pas eux qui les ont Mhm. conçues. Ceux Alors, qui conçoivent la police, c'est les chefs. il y a Donc il eu, faut poser la question au chef. il y a eu une passe d'armes assez intéressante hier par rapport à ça, puisque donc hier c'était l'encadrement, hein, c'était le débat sur l'encadrement qui a finalement duré 3 heures alors qu'on s'attendait à moins, et où il y avait Onesta, donc l'entraîneur de l'équipe de handball de France, qui était là et qui lui-même a dit j'étais un peu surpris de l'invitation, enfin bref, qui quand même est venu à l'inverse du responsable de Dassault Systèmes qui n'est pas venu, qui était annoncé, qui n'est pas venu, on ne nous a pas dit pourquoi. A priori, donc c'était 2 managers qui devaient. Voilà. Et Onesta fait un peu des leçons de coaching, on va dire ça comme ça. Et il a une réponse justement qui va troubler un peu les autres et qui est, me semble-t-il, un moment de vérité. Il s'est dit oui, mais. Et je crois que c'était David Le Bars aussi qui dit oui, mais nous, commissaires, nous, officiers, en fait, on fait avec ce qu'on a. Nous ne sommes pas des sélectionneurs nationaux qui peuvent aller choisir les meilleurs joueurs. Et donc est arrivée évidemment la question de la formation et du recrutement, mais dont on ne va pas parler maintenant, parce qu'en fait, c'est l'objet, je vous l'ai mis là, l'objet du prochain débat du Beauvau de la sécurité du 8 mars. Mais tout ça pour dire que c'est une occasion incroyablement ratée. C'est d'un cheap pas possible. Enfin, je veux dire, les déboires techniques qu'on a eu tout à l'heure, ils sont bien pires au ministère. Enfin, j'avais presque de la peine pour eux, tellement c'était des problèmes de son incroyables, etc. Et puis surtout, on sent que personne ne veut vraiment dire les choses. Est-ce que tu penses que ça, c'est parce que c'est retransmis? Est-ce que tu penses que ça, c'est parce que c'est public, qu'il n'y a pas de vérité, que les choses ne sont pas dites au sein de ce Beauvau de la sécurité? Ou est-ce que tu penses que non, c'est comme ça? C'est-à-dire que c'est l'omerta, c'est un corps malade, un grand corps malade, comme a dit le sénateur Leroy. C'est le casting qui explique ce que les gens vont dire et tout ce qu'ils ne vont pas dire. Parce qu'évidemment, si on invite les syndicats de police, bon, les syndicats majoritaires, eux, ils vont défendre leur beefsteak et c'est ce qu'ils font sur tous les plateaux de télé en permanence. C'est-à-dire que le travail d'un syndicat, c'est pas de s'assurer du bien des Français.
le travail d'un syndicat de policiers, c'est de défendre les intérêts des policiers. Donc, ce que font tous les syndicalistes tous les jours à la télévision, ben, c'est ça. Ils défendent les intérêts des seuls policiers tels qu'ils les conçoivent. Et un syndicat de commissaires, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il défend les intérêts des commissaires, à la fois contre les Français, mais aussi contre les agents de terrain et contre les gardiens. Donc, il voit ses propres intérêts et il les met au centre. Donc, à partir de là, quand on n'a pas invité ceux qui ont des choses à dire, il y en avait beaucoup, encore une fois, du côté des associations de journalistes, du côté des associations de victimes de la police, du côté des associations de victimes de la délinquance également, parce qu'il y a des gens qui ont des choses à réclamer, du point de vue des élus locaux, et cerise sur le gâteau, du point de vue des universitaires, puisque aucun universitaire n'est invité dans ces enceintes de discussion, c'est-à-dire que la France a des universités, la France a des centres de recherche comme le CNRS qui ont une réputation mondiale. Ces universitaires, ils ont passé 5 ans, 10 ans, des fois plus, à essayer de comprendre la police et à la comparer à ce qui se fait dans les pays voisins. Et finalement, tous ces gens qui sont payés par l'État pour réfléchir, hein, au moment où on réfléchit, on n'a pas besoin des gens qu'on a payés le plus longtemps pour réfléchir. Bon, enfin, ça fait un trou et ça fait donc des débats peut-être peu hétérogènes. Blagounette, le CNRS, c'est là où il y a les islamo-gauchistes, c'est ça? Les militants islamo-gauchistes. C'est ça. Non, parce que c'est intéressant de voir effectivement, ça c'est un autre débat, mais tout de même, tous ces coups de butoir qui sont portés finalement à la critique, à l'observation. Voilà, on voit très bien que les messagers aujourd'hui s'en prennent plein la figure, quoi. Je vais citer Ramon Saladier. Et les gars, faites un effort sur les pseudos parce que c'est quand même pas facile. Il dit oui, enfin, quand le mauvais ou même le bon joueur casse les genoux de tout le monde, quelqu'un lui met un carton rouge, alors que là, personne pour sanctionner. Donc c'est une référence, j'imagine, à Onesta et à l'histoire du recrutement, mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure et qui va être le sujet de Au Poste régulièrement, qui est le contrôle de la police et de l'IGPN et de tout ça, quoi. Oui, bon, les deux réflexions qu'on fait avec ce qu'on a étaient aussi intéressantes aussi. Les commissaires sont excellents, mais malheureusement, c'est les gardiens qui ne savent pas faire leur travail. Et après, toute la question du contrôle et du carton rouge. Oui, la police française est contrôlée. Comparativement, moi j'ai travaillé en Afrique de l'Ouest, comparativement aux pays d'Afrique de l'Ouest où j'ai travaillé, la police française est contrôlée. Mais comparativement aux bons élèves de l'Union européenne, à l'Allemagne, à la Finlande, au Danemark, là, il y a beaucoup évidemment de choses à dire. Mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas juste le contrôle externe qui ne fonctionne pas, c'est le contrôle interne. Et ça, c'est, si vous voulez, la colonne vertébrale d'une organisation, c'est le système de contrôle interne. Le contrôle externe, il va corriger toujours des choses à la marge. Il ne faut pas croire qu'en mettant un contrôle externe sur une organisation qui ne marche pas, on va la faire marcher mieux. Si un mécanisme est cassé à l'intérieur, vous pouvez le contrôler de l'extérieur, vous ne pouvez pas le faire marcher mieux. Il faut d'abord le réparer pour ensuite pouvoir le contrôler. Donc, d'abord, c'est le contrôle interne. C'est-à-dire que les violences qui sont commises par un certain nombre de policiers, les actes racistes, ils sont connus de l'encadrement local, ils sont connus de l'encadrement intermédiaire. Et les pratiques de contrôle au faciès sont également connues. Ils ne sont pas juste connus des sociologues qui font les enquêtes, bien sûr. Ils sont connus des agents. Et le fait qu'un certain nombre de policiers les pratiquent, pas tous, c'est-à-dire aucun sociologue avait dit que tous les policiers les pratiquaient, mais les collègues laissent faire. Il y a une culture policière qui est telle que c'est très difficile de lutter contre un mécanisme qui n'est pas identifié par les chefs, par les commissaires, comme étant problématique. Voilà, c'est ça la difficulté. Donc c'est d'abord ce mécanisme interne, c'est-à-dire le rôle des commissaires au niveau central, le rôle des commissaires au niveau local et des officiers, c'est d'abord à eux de faire en sorte que la police soit pas moins violente et moins discriminatoire, donc elle s'aligne sur les meilleurs pays de l'Union européenne. C'est d'abord une question interne. Alors, Toto la répète, c'est Toto la répète en fait. Je m'étais trompé tout à l'heure. Non, ils sont merveilleux vos pseudos, il n'y a pas de souci les amis. Le meilleur des contrôles, c'est la formation. Or, depuis des années, celle-ci est réduite à quelques mois, 8-9 mois.
C'est ton avis aussi? Disons que bon, moi j'ai travaillé donc, en Afrique de l'Ouest, en Oui, Afrique du Nord, au Proche-Orient, bon, en Europe centrale, etc. Et disons que quand vous avez un organisme qui ne veut rien changer, quand vous avez un gouvernement qui ne veut rien changer, mais qui est obligé de dire qu'il veut changer pour obtenir un certain nombre de soutiens internationaux, etc., il fait trois choses. D'abord, il dit j'ai fait passer un code d'éthique. La première chose. Ensuite, il dit j'ai changé le nom et les uniformes. oui, oui. Et ensuite, il dit j'ai changé la formation. Et donc, il dit voilà, j'ai changé la façade. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça et pourquoi est-ce qu'il s'engage à changer la formation? Parce qu'ils savent que changer la formation toute seule, ça n'a pas d'effet. Et ce n'est pas vraiment une question de formation, c'est une question de politique policière. Qu'est-ce qu'on fait faire à la police? Et si on laisse faire, par exemple, les contrôles aux faciès et que c'est de notoriété publique, il n'y a pas de raison que ça s'interrompe. On peut former les gens comme on veut, on aura toujours le même problème une fois qu'ils seront sur le terrain, au commissariat et en patrouille. Donc c'est d'abord une conception de définition des missions et d'encadrement des missions. Et ensuite, c'est une question de formation. Bien sûr, la formation, c'est important. Mais la formation sans la modification, voilà, du cadre et des missions, malheureusement, toute seule, elle ne va pas changer les choses. Une question de Gauche-Tama qui concerne quelqu'un que je pense tu as lu, que tu as sans doute connu, le criminologue Jean-Paul Brodeur, fameux criminologue de Montréal, que j'ai connu là-bas, quand j'ai vécu là-bas, qui a disparu il y a quand même un certain nombre d'années maintenant. La question qui t'est posée par Gauche-Tama, c'est que pensez-vous de la théorie du chèque en gris sur les relations police-politique. Puis après, on abordera la loi sécurité globale, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Donc la théorie du Alors, chèque en gris, il faut rappeler quand même ce qu'elle est en fait. oui, voilà, il faut rappeler ce qu'elle est. Donc ça, c'est une intuition, plus qu'une intuition, c'est une proposition voilà, de comprendre la police que fait Jean-Paul Brodeur. Il dit en fait, ce qui définit la police, c'est sa relation à l'autorité politique. Donc l'autorité politique, elle fixe en fait, elle donne des ordres, des instructions, et elle fixe un cadre, et supposément la police va l'exécuter. Mais pour l'exécuter, la police n'a pas un chèque en blanc. C'est-à-dire que le pouvoir ne laisse pas faire aux policiers ce qu'ils veulent faire, ou par leur culture professionnelle, par leurs habitudes de travail, ou ce qu'ils veulent faire par exemple, si c'était les priorités des organisations syndicales. Donc, le pouvoir politique ne laisse pas, dans les démocraties, hein, elle ne laisse pas, elle ne donne pas un chèque en blanc à la police. Mais elle leur donne un chèque en gris, c'est-à-dire qu'elle leur dit dans quelle direction aller, et elle leur laisse une marge de manœuvre importante pour apprécier ce qu'ils ont à faire et surtout la manière dont ils vont le faire. Et si ils font mal, ou s'ils se font attraper en train de faire mal, à ce moment-là, ils peuvent recevoir un coup de règle sur les doigts. Ils peuvent en subir les conséquences. Donc, l'État, le gouvernement va contrôler la police jusqu'à un certain point, et la plupart des relations police et gouvernement vont en fait se situer dans cette zone qui est une zone grise. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant à comprendre, parce que sinon, ce que disent souvent les responsables syndicats, les responsables des syndicats de police qu'on entend, ils disent non, non, c'est pas nous, on nous a donné l'ordre. Et ce que dit Brodeur, c'est plus compliqué que ça. On ne vous a pas donné l'ordre, par exemple, de tirer dans les yeux des protestataires pendant les mouvements des Gilets jaunes. On ne vous a pas donné l'ordre Mhm. d'utiliser les grenades dans des situations où vous pouvez mutiler. Mais on ne va pas non plus vous empêcher de le faire. Et c'est ça, cette zone grise, qui est très importante à comprendre pour analyser le fonctionnement de la police. Donc, il n'y a pas une instruction
d'État, mais il n'y a pas non plus une interdiction. Et toute l'action de la police et des chefs de la police va se jouer dans cette zone grise. Et elle est dans les pays qui sont des États de droit beaucoup plus fragiles que la France, voire des systèmes autoritaires, cette zone grise, elle va devenir encore plus grise. Alors, on va passer à la loi sécurité globale. Je voudrais juste signaler, en terminant le Beauvau de la sécurité, un papier du Monde que j'ai montré tout à l'heure, les recalés du Beauvau de la sécurité. Tu en as beaucoup parlé. Et il y a évidemment les avocats des familles des victimes, et notamment William Bourdon, Ariel Halimi et Vincent Brangart, qui sont les conseils de la famille Chouviat, qui ont adressé une lettre ouverte jeudi dernier au ministre de l'Intérieur en disant que c'était absolument pas possible de ne pas recevoir le monde associatif et le monde universitaire, etc. Alors, à l'heure qu'il est, le Beauvau n'a pas répondu à ma connaissance, et on ne sait pas si le programme va être changé. L'autre versant évoqué par cet article du Monde, ce sont les femmes de policiers. Ce sont les femmes de policiers qui elles-mêmes disent: mais comment se fait-il qu'on ne soit pas invité, que les policiers ne soient pas invités, alors les policiers non organisés, on va dire, hein, ceux qui ne se retrouvent pas dans les syndicats, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce phénomène des femmes de force de l'ordre, qui est un mouvement qui est apparu d'abord chez les gendarmes, me semble-t-il, parce que eux, à l'époque où ils étaient militaires, interdiction formelle de parler, c'est-à-dire une impossibilité de parler. Bon, il y a eu l'affaire Matelli, très, très, très connue, qui est le premier à rompre le silence. Mais on a d'abord vu plutôt des femmes de gendarmes, me semble-t-il, qui faisaient des forums et qui racontaient de l'intérieur ce qui pouvait se passer dans les casernes. Et puis, me semble-t-il, en 2016, avec les policiers en colère, donc les non-organisés, qui ont commencé à manifester nuitamment, notamment aux abords de l'Élysée, mais ça sera l'objet d'une autre émission, on les a vus apparaître. On a vu apparaître ces associations de femmes ou de prétendues femmes, parce qu'il y a parfois des questions qu'on peut se poser derrière certains comptes Twitter, mais qu'importe. Il existe des femmes de policiers, il existe des femmes de policiers en colère, et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on peut en retenir, Sébastien? D'abord, pour les gendarmes, effectivement, les gendarmes n'avaient pas le droit d'être représentés ni par des syndicats, ni par des associations professionnelles. Bon. La réglementation européenne défend l'égalité des droits. Et donc, l'égalité des droits, c'est le fait que les policiers aient les mêmes droits que les citoyens et que les autres professions. Alors, il peut y avoir des limites qui sont liées à des obligations de service, etc. Mais un des droits fondamentaux, c'est d'être représenté, alors politiquement, ça c'est le droit de vote. Dans certains pays, les policiers n'ont pas le droit de vote, hein. Mm-hmm. Par exemple au Liban, et puis d'être représenté professionnellement, ça veut dire pourquoi ils n'ont pas le droit de vote, excuse-moi? Parce qu'en fait, on estime que les policiers, justement, et les gendarmes pourraient, du fait de leur fonction, interférer, disons, dans le fonctionnement de la démocratie. Donc on leur dit, la meilleure façon de faire, c'est qu'ils ne peuvent pas interférer s'ils ne peuvent pas voter, s'ils ne peuvent pas se présenter aux élections. Et puis ensuite, on leur dit, vous ne pouvez pas non plus, c'est le cas par rapport en Turquie, les policiers n'ont pas le droit de se syndiquer. Donc il y a un certain nombre de pays dans lesquels ces droits n'existaient pas. Et en France, les gendarmes n'avaient pas non plus le droit de la représentation professionnelle. Mais l'Europe, donc en fait le Parlement européen, a décidé qu'il y avait une égalité de droits. Donc cette égalité de droits, elle s'appliquait bien sûr aux policiers, mais également aux gendarmes. Et donc, ils avaient le droit d'être représentés. Donc, il n'y a pas eu de création de syndicats de gendarmes, mais il y a eu la création de systèmes de représentation, d'associations représentatives, qui n'étaient pas juste le mécanisme de consultation du directeur général. Bon. Et comme les gendarmes ne pouvaient pas s'exprimer, effectivement, ce sont les femmes de gendarmes qui se sont exprimées à la fin des années 90. Il y a eu des manifestations de gendarmes illégales, d'ailleurs, sur les Champs-Élysées, comme les manifestations de policiers était également illégale ces dernières années, parce qu'il y avait des marmites qui bouillaient, qui bouillonnaient, qui allaient exploser. Et les femmes, qui elles pouvaient s'exprimer, l'ont fait. Donc voilà. La deuxième chose, c'est l'effet de la profession
sur la vie privée. C'est-à-dire que quand vous avez une profession, et c'est le cas aujourd'hui pour la police, dans lequel il y a un malaise. Enfin, il y a 20 ans, il y avait déjà des articles sur le malaise policier. Donc, il y a quelque chose, il y a un problème en France dans les relations police-population. Si on a un métier que le public réprouve, et comme c'est un métier où on est en permanence en contact avec le public, il est probable qu'on ressente au fil du temps un certain malaise. Bon. Donc, la situation professionnelle a un effet sur la vie privée. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous ne vous sentez pas gratifié par votre hiérarchie et pas non plus reconnu par le public, ben ça va dégrader, je dirais, votre qualité de vie et donc les relations que vous avez à la maison, si vous êtes une policière avec votre mari, si vous êtes un policier avec votre épouse à la maison. Donc voilà, c'est ce cadre-là qui aujourd'hui est important. Peut-être que l'angle aussi du suicide policier s'inscrit dans cette perspective-là. C'est-à-dire que les suicides sont-ils le fait de problèmes personnels? Sont-ils le fait des relations au travail? Sont-ils un lien entre les deux? Bon, il y a probablement un certain nombre de personnes qui auraient voulu discuter de ces sujets. C'est des sujets légitimes. La santé mentale des policiers, la protection du suicide chez les policiers, ce sont des sujets essentiels. Qui ne sont pas abordés pour l'instant dans le boulot de la sécurité. On passe à la loi sécurité globale et je demanderai juste à Petit Caillou ce qu'il ou ce qu'elle veut dire par « ils sont mal représentés ». À mon avis, c'est ça le problème. Donc j'imagine que vous parlez des policiers, puisque vous demandez s'il faudrait dissoudre certains syndicats de police. Mais on va passer à la loi sécurité globale, parce que ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on parle, et je ne sais pas, Sébastien, si tu as encore un peu de temps. Rapidement, que nous dit cette loi ? Qu'est-ce qu'elle traduit de l'époque, la loi dite sécurité globale, dans sa globalité, si je puis me permettre? Dans sa globalité, elle nous dit que le ministère de l'Intérieur n'a pas de stratégie pour la police. Parce qu'il n'est pas capable de proposer une vision et ensuite des moyens pour réaliser cette vision. Donc c'est une loi qui va s'appeler sécurité globale. C'est malheureusement un nom qui est assez mal choisi, parce que c'est une loi de police globale. Il n'y a pas de mécanisme qui garantisse la sécurité qui tienne dans quelques articles de loi. Par contre, il y a un certain nombre de renforcement des polices. Donc c'est une loi qui fait la supposition, donc plus de police égale plus de sécurité. Ça c'est vraiment d'ailleurs le problème fondamental. C'est une erreur à la fois factuelle et puis également théorique de croire que police égale sécurité. Si vous prenez le nombre de gens, je fais un petit détour, qui meurent chaque année du fait de la pollution ou de la consommation de produits excessivement carnés, ils mangent trop de viande, le nombre de personnes qui vont en mourir est bien supérieur au nombre de personnes qui vont être par exemple victimes d'homicide. Même le nombre de chutes accidentelle est 10 fois plus élevé que le nombre de personnes qui sont victimes d'homicide. Donc la sécurité, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ce dont traite la police. Bref, donc là, en fait, il y a une idée. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, la sécurité, c'est la police. Donc, il faut que toutes les polices soient raccrochables les unes aux autres. Et donc, on va donner plus de pouvoir aux polices municipales, ce qui fait bondir les syndicats de police nationale. Plus de pouvoir de verbalisation, d'accès aux fichiers, par exemple, qui contiennent des informations qui permettent à la police nationale de travailler, plus de pouvoir, par exemple, de contrôle d'identité aux agents de sécurité privée, moins de contrôle sur le travail des agents, moins d'exigences pour la formation des agents, parce qu'à ce moment-là, on aurait probablement possibilité d'avoir plus de personnel sur le terrain, si on est moins regardant. Donc on a plus de pouvoir donné aux polices municipales, plus de pouvoir donné à la sécurité privée et plus de moyens techniques qui sont donnés à la police nationale à travers notamment ce qu'ils appellent la captation des images, c'est-à-dire qu'à la fois les policiers capteraient des images par les caméras piétons qu'ils portent et puis par un certain nombre d'engins volants de type drone qui seraient au-dessus des manifestations. Bon. Et avec une limitation pour les citoyens du droit de filmer. Donc ça, c'est le deuxième élément. Il y a un renforcement des pouvoirs de police et des techniques et des moyens de police. Et puis après, d'un autre côté, il y a une limitation du droit des citoyens à contrôler la police.
Et là, c'est ça qui est vraiment un des points les plus critiquables de la loi, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens sont devenus un acteur indispensable du contrôle des polices dans les pays démocratiques. Dans les années 60, il y a eu le début. On a eu quelques tentatives de contrôle externe ponctuelles qui ont été réalisées. Dans les années 2000, en fait, on a eu des institutions chargées du contrôle externe de la police, comme par exemple le défenseur des droits, une sorte d'ombudsman, qui a été mis en place en France, mais c'est pareil dans d'autres pays européens, comme par exemple le Danemark. Et puis aujourd'hui, on a l'apparition des citoyens qui, avec leur téléphone mobile, participent au contrôle de la police. Et ça, c'est la troisième grande révolution du contrôle de la police. Et là, la loi, en fait, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle mettrait un couvercle sur le développement de ce contrôle horizontal. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, bah, c'est notre police. Bon, eh bien, on a tous le droit à la fois de bénéficier des services, mais aussi d'en contrôler la qualité. Comment? Bah, à travers le partage d'images et de vidéos qui sont aujourd'hui le moyen en fait, qu'on a pour échanger entre nous, pour s'informer mutuellement. Et c'est cette partie-là qui est également problématique. Alors, on va aborder rapidement notamment l'article 24 parce que pour les gens qui nous écoutent, il faut savoir que donc la loi va passer en commission des lois le 3 mars au Sénat et ensuite elle va être débattue au Sénat toujours du 16 au 18 mars. C'est-à-dire que ce dont on parle, c'est d'une actualité chaude et bientôt brûlante. Alors qu'on pourrait penser que c'est un peu terminé puisqu'il y a eu, là je viens de mettre en copie d'écran le site de la coordination nationale contre la loi sécurité globale avec différents rassemblements dont le plus important qui, de mon point de vue, était assez historique, 500 000 personnes dans les rues le 28 novembre. Il y a dans le chat des internautes qui disent que, en fait, voilà, de mémoire, hein, les gens sont résignés et en fait, la loi va passer et on est passé un peu à autre chose. Est-ce que ça te semble juste comme position? Est-ce que tu penses que finalement cette loi risque de passer, y compris l'article 24, puisque si on regarde les amendements qui sont prévus, je vais vous les montrer. En fait, il n'y en a que 4. Je vais vous les montrer maintenant, comme ça va être vite fait. On les trouve évidemment sur le site du Sénat. Hein. Vous allez sur le site du Sénat et vous cherchez les amendements. Où est-ce que c'est cette histoire déposer, choisir la liste. Voilà, l'article 24, pour ne prendre que celui sur la question du filmage des policiers. En fait, on se rend compte qu'il y a pour l'instant 4 amendements. Et sur ces 4 amendements, nous en avons un premier qui va nous dire qu'il faut remplacer le mot national et insérer service de police municipale, c'est-à-dire qu'il faut empêcher la diffusion d'images de policiers nationaux ou de policiers municipaux, ou maintenant même un autre amendement par M. Masson d'un garde champêtre, hein, c'est-à-dire que même le garde champêtre serait donc protégé, on va dire, enfin, ou surprotégé. Là, c'est des précisions sur flouté, pas flouté, etc. Et puis il y a un seul amendement, alors qu'il est du groupe socialiste, hein, qui est pour la suppression de cet article, hein, l'article 24. Sur la question de la résignation, du fait qu'il y ait eu moins de monde dans les manifestations, les derniers rassemblements, etc., que voilà, que le débat soit passé à autre chose. Quel est ton sentiment, Sébastien, par rapport à ça? Bon, d'abord, bon, la mobilisation a été très forte. C'était difficile, comme toujours, hein, de prévoir l'ampleur des mobilisations qui se sont faites contre la limitation à la fois du droit de la presse à informer et aussi du droit des citoyens à s'informer eux-mêmes. Bon. Donc, il y a un réservoir important de gens qui prennent au sérieux les droits tels qu'ils sont aujourd'hui codifiés. Maintenant, si on se place du point de vue de l'Assemblée nationale,
le vote, la démocratie est un système majoritaire. La démocratie est un système par lequel la majorité peut imposer sa décision à la minorité. Et on est dans ce cadre-là, c'est-à-dire que tant que la République en marche a la majorité à l'Assemblée nationale, qui est la seule chambre qui compte au bout du compte, hein, si on décide de court-circuiter le Sénat, ce qui est tout à fait légal, bon, tant qu'un parti politique a la majorité à l'Assemblée nationale, il est possible de passer la loi. Et tous les députés le savent. Donc, la mobilisation, elle a d'abord été une mobilisation des professionnels de la communication, des journalistes, une mobilisation d'un certain nombre de citoyens, de groupes de victimes. C'est d'abord une mobilisation sociale, Oui, avant absolument. d'être une mobilisation politique. Et sur ces questions-là, la gauche a malheureusement pas été extrêmement créative sur les 20 dernières années. Sur les 20 dernières années, quelles sont les grandes propositions de défense des droits qui ont été portées par la gauche? Je crois que la principale, c'est les questions prioritaires de constitutionnalité. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait passer cette réforme, qui permet à chacun en fait, de questionner la constitutionnalité des lois existantes, qui est un progrès tout à fait important. Mais donc voilà, donc on a un certain nombre d'élus écologistes et socialistes qui aujourd'hui tentent d'émerger sur cette thématique, mais ils n'ont pas la majorité. Donc, et tout le monde le sait, donc tout le monde anticipe bien que le gouvernement va faire passer cette loi. Voilà. Simplement, il y a derrière une échéance qui est l'échéance présidentielle. Donc, c'est ça qui peut avoir un effet. C'est-à-dire que est-ce que Emmanuel Macron veut être le président qui aura à limiter le droit des citoyens à s'informer eux-mêmes et limiter le droit de la presse à les informer, en plus des différentes lois qui ont été prises en matière d'antiterrorisme, etc. Donc c'est ça l'enjeu. Donc si c'est sa décision, il a les moyens de faire en sorte que la loi soit votée. Alors il y a beaucoup de réactions politiques là dans le chat. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain nombre d'insoumis qui se sont infiltrés dans le chat, donc qui défendent notamment la position d'Hugo Bernalicis, qui avait déposé un grand nombre d'amendements, c'est vrai. À l'Assemblée, effectivement, la France Insoumise avait déposé énormément d'amendements et avait quand même bien lutté, il faut le reconnaître. Mais là, ce que tu disais à l'instant, Sébastien, c'est d'une manière générale, on va dire que la gauche parlementaire, à part peut-être ces derniers mois, sentant qu'effectivement il y a un débat au cœur de la société française et qu'il y a aussi peut-être des positions à prendre par rapport à ça, mais enfin, ce qu'on pourrait dire, c'est depuis le congrès de Villepinte dans les années 90, il y a eu la gauche parlementaire a baissé la garde sur la question des libertés fondamentales, des libertés publiques, et a laissé le champ au tout sécuritaire. Est-ce que c'est réducteur de le dire comme ça ou pas? Moi, c'est profondément ce que je pense, mais peut-être que je me gourre. Non, mais je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Ce que je peux dire, c'est que la réussite la plus importante de Nicolas Sarkozy, en tant que ministre de l'Intérieur, puis président de la République, c'est d'avoir convaincu l'opposition, qui étaient les socialistes à l'époque, que sa politique était la bonne. Oui. Ça, c'est une victoire culturelle majeure. Parce que les Français, dans leur ensemble, n'étaient pas convaincus. Il faut regarder à l'époque les codes de confiance de Sarkozy, le goût des Français pour la police de proximité, etc., qu'il n'a pas inversé. Mais ce qu'il a inversé, c'est la croyance qu'avaient les leaders de gauche dans le fait qu'il pouvait y avoir une politique de gauche en matière de police et de sécurité. Et il a réussi à leur faire croire que non. Et ça fait 20 ans que sa réussite se révèle toujours vraie. Donc c'est cette cage de fer culturelle qu'il faudrait aujourd'hui changer si on voulait faire autrement. Et j'ai donné tout à l'heure une indication, la première des indications, disons, de la force de cette cage de fer, c'est de croire que plus de sécurité égale plus de policiers, contre toute évidence scientifique. Mmh. Mais à partir du moment donné où on a dit la police et plus de policiers et plus de places de prison est la bonne réponse à la sécurité, il n'y a plus de débat. Et on est dans ce cadre-là. Pour l'instant, on n'arrive pas à sortir de ce cadre-là. Au moment où on dit, mais ce n'est pas le nombre de policiers, c'est ce qu'ils font. Ce n'est pas le nombre de personnes incarcérées
c'est la qualité, en fait, de ce qui est apporté à des gens qui ont commis une faute, mais qui vont pouvoir et devoir être réinsérés dans la société. Donc, ce n'est pas la hauteur des murs de prison et le nombre de policiers, mais c'est autre chose qui fait la sécurité. À ce moment-là, on peut avoir un autre débat. Voilà. Et ça, cette cage de fer, nombre de policiers, nombre de places de prison, aujourd'hui, elle est toujours bien en place. Et ce sera intéressant de voir s'il y a des responsables politiques de gauche, parce que c'est là qu'on pourrait trouver ceux qui contesteraient ces propositions. En général, la droite va plutôt les épouser. Hein. Donc, il faut voir s'il va y avoir une redistribution, on va dire, des prises de position sur ces thématiques-là. D'accord, ok. On va passer à ton film. Je te garde encore 10 minutes. Ça, c'est possible pour toi? Ouais, Allons-y. super. J'en profite pour saluer Anthony Caillé, qui est dans le chat, qui est aussi, bah oui, qui est aussi le porte-parole de la CGT Police, qui est donc dans le chat. En tout cas, il y a quelqu'un qui porte ce nom-là, mais je pense, vu les messages, je pense que c'est bien lui. Je salue aussi Sylvain, Gilet jaune, et je salue tous les gens qui viennent, qui sont nombreux là depuis tout à l'heure. À nous suivre et bah voilà, je vous remercie tous. Je suis un peu fébrile parce qu'il y a des questions techniques à régler. En plus, j'ai qu'un seul écran, hein, les amis. Faut vous rendre compte, j'ai qu'un seul écran. J'aurai un deuxième écran demain. Et là, je fais tout au pixel près, quoi. Alors, tu as réalisé, Sébastien, un film qui s'appelle Police Attitude. Je suis auteur, je ne suis pas réalisateur, c'est François Rabaté le Voilà, réalisateur. Moi, je suis co-auteur avec François Rabaté. voilà, c'est ça. Donc là, j'ai normalement la bande-annonce. Je propose qu'on la regarde. J'espère que vous allez avoir le son, les amis. Je lance. En 2018-2019, la France a connu un moment historique. Entre manifestants et forces de l'ordre, il y a eu des affrontements que beaucoup ont jugés d'une violence sans précédent. Et pour la première fois, la conception même du maintien de l'ordre a fait l'objet de critiques massives et d'interrogations insistantes. Pourquoi tant de blessés? Selon quelle conception du maintien de l'ordre? N'y a-t-il pas d'autre manière de faire? Comment fait-on dans les autres États démocratiques? Pour éclairer ces questions, nous vous invitons à un voyage à travers 60 ans d'histoire du maintien de l'ordre, en France et aussi chez nos voisins allemands et britanniques. Pour regarder avec lucidité cette question essentielle pour la démocratie, les manières de faire de la police quand elle est confrontée à des citoyens en colère. Voilà, donc effectivement réalisé et raconté. Ah là là là, attendez, excusez-moi. Voilà. Je voudrais juste avoir le titre du film au-dessus de toi. Parce que Sébastien, je le dis à ceux qui sont en train de nous regarder, ne connaît pas le retour. Il ne sait pas à quelle sauce il est mangé. Il verra ça sur YouTube tout à l'heure, quand je le mettrai. Anthony Caillé nous dit très bien ce film. À quand un stream sur les thugs? Eh ben, ça, on fera ça. Ça, on fera ça. Je peux vous le promettre, on fera ça. Peut-être même avec. Enfin bref, ça c'est autre chose. Donc là, il y a quelqu'un qui va mettre le lien dans le chat et je remercie Valcar en effet. Je penserai quand j'aurai un deuxième écran à vous mettre les liens dans le chat de tout ce que j'ai préparé, etc. Donc là, on a vu la bande-annonce de Police Attitude, qui est un documentaire de 52 minutes réalisé par François Rabaté et coécrit avec Sébastien Rocher, qui a été diffusé il y a quelques mois sur Public Sénat, je crois, et qu'on retrouve quelqu'un l'a mis sur YouTube. Voilà, et pour l'instant, il est resté, quoi. Ce film, c'est une critique, on le sent à la fin du film,
où c'est presque une adresse au monde politique français en disant, franchement, au monde politique ou à la police, je ne sais pas, peut-être aux deux, en disant il y a vraiment un problème d'évolution de la police française par rapport à des polices comparables, notamment européennes. Donc il y a à la fois un voyage historique sur 60 ans, avec des images qui sont, ce que je te disais tout à l'heure quand on préparait l'émission, de mon point de vue très rare, hein, notamment dans des images des années 60, les images de manifestations à Paris des sidérurgistes en 1979 qui avaient été très 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 violentes. Il y a la scène de Malik Ousekine, on y reviendra. Est-ce que c'était ça le vrai propos du film, c'est-à-dire une critique polie, mais une critique quand même du maintien de l'ordre dit à la française, qui a été longtemps prétendument souverain. L'idée du film, c'était de rendre compte d'une réalité qui était complexe. D'abord, c'est-à-dire, et pour montrer cette complexité, on voulait prendre du temps. Parce que c'est sur 40 ans qu'on peut se rendre compte des transformations. Une police, ça se transforme doucement, une société, ça se transforme doucement aussi, même s'il y a parfois des chocs. Donc, on voulait montrer cette complexité en montrant, par exemple, qu'aujourd'hui, c'est probable, je dirais, c'est extrêmement improbable qu'on ait des violences policières du niveau de ce qu'on a connu en 1961, lorsque Papon laisse tuer ou donne des instructions d'être extrêmement violent avec les manifestants algériens, et 200 personnes sont tuées en France dans une journée par la police. C'est des estimations des historiens aujourd'hui, entre 100 et 200 personnes. Donc on est avec des niveaux complètement incroyables avec les standards d'aujourd'hui, dans une situation qui est celle de la décolonisation, avec des épisodes de guerre civile dans Paris. Donc on a une tension énorme et une violence policière telle que aujourd'hui quasiment, personne n'a quasiment connu cette époque. En fait, on a une mémoire de cette époque. Donc on voulait rendre compte de ça. On voulait rendre compte aussi de la manière dont la police intervient dans des crises sociales, parce que la police intervient toujours dans des crises et dans des failles, dans des divisions de la société. Donc quand vous avez une crise chez les agriculteurs, ça va se traduire par des confrontations. Si vous avez une crise chez les marins-pêcheurs, comme ça avait été le cas en Bretagne, avec l'incendie du Parlement de Bretagne, vous allez envoyer la police. Quand la sidérurgie française va fermer, les sidérurgistes vont monter à Paris, dans une ambiance électrique, parce que c'est une région qui ferme. Et à ce moment-là, il va y avoir des clashs avec la police. Quand les gilets jaunes, qui sont des centaines de milliers en France à se mobiliser, la police va être là aussi. Donc on voulait montrer cette complexité. C'est à la fois une politique policière, le fait d'armer les policiers avec des flashballs et des grenades, ça a des effets qu'on connaît. C'est aussi la question de l'organisation de la manifestation, notamment par les organisations syndicales, qui peuvent être débordées, comme en 1979, qui peuvent ne pas être présentes. Et puis, c'est la transformation des sociétés, d'industriels à post-industriels, etc. Donc, on voulait essayer de rendre compte de cette complexité, mais on voulait aussi montrer que d'autres pays ont fait d'autres choix. Donc voilà, ça, on voulait... Bien sûr. Et pas faire un procès de principe à la police française en disant vous êtes mauvais parce que vous pourriez être très bon. Non, c'était pas le but. On disait regardons comment les Anglais et comment les Allemands ont fait évoluer leur maintien de l'ordre. Voyons comment étaient les choses avant que la Cour constitutionnelle allemande interdise à la police d'utiliser des moyens disproportionnés. Les Allemands les utilisaient aussi. Des hélicoptères qui pulvérisaient du gaz lacrymogène en poursuivant les manifestants dans les champs. Donc voilà, il y avait une situation en Europe où les droits étaient moins bien garantis. Et il y a des pays qui ont décidé de ne pas autoriser les LBD, l'Angleterre, l'Allemagne, et de ne pas utiliser des moyens disproportionnés. Puis il y a des pays qui sont restés sur cette thématique. Parce que je l'ai vu hier soir, en fait j'ai appris que les policiers anglais étaient dotés de LBD, c'est ça, mais ne les utilisaient pas. Ils les ont dans les commissariats, parce qu'en fait, ce sont des armes qu'ils peuvent être amenés à utiliser. Et alors, par exemple, Peter Neroun, qui a été un des chefs de police anglais, qui explique dans le film, il dit oui, à un moment donné, on a été sur le point de les utiliser, non pas parce que la police était attaquée, parce qu'elle peut toujours reculer, manœuvrer, etc., mais parce qu'en fait, des personnes semblaient être prises dans un bâtiment qui était en feu. Et là,
l'idée, c'était que la police n'allait pas laisser les gens brûler. Et s'il fallait utiliser les LBT, eux, c'est des balles en plastique qui tirent, hein, eh ben, elle allait les utiliser. Bon, finalement, ils n'en ont pas eu besoin. Donc, ils ne s'interdisent pas en théorie, ce n'est pas un dogme, mais ils s'interdisent de les utiliser dans des situations qui ne sont pas extrêmes. Parce qu'ils savent en fait que c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, hein, ces 30 mutilés, on va en parler pendant 20 ans. Donc le coût symbolique et moral pour la police, il est prohibitif. Et donc ils prennent en compte ce coût. Et c'est ça la différence entre la France et la Grande-Bretagne, c'est que ce que les Anglais jugent un coût moral insupportable, ben, il est estimé en France par les organisations qui s'expriment, les organisations syndicales majoritaires et le ministère de l'Intérieur, il est estimé acceptable. Et c'est cette différence de sensibilité, la construction des sensibilités qu'on voulait expliquer. Voilà. C'est un processus de négociation entre différents groupes dans une société qui fait qu'on tombe d'accord pour faire diminuer les niveaux de violence et donc les armes qu'on emploie. Parce qu'en fait, la violence policière, c'est les armes. C'est essentiellement de ça dont on est en train de parler. Donc voilà, on voulait expliquer toute cette complexité, les allers-retours dans les pays. Il n'y a pas le paradis et l'enfer. Tout le monde est entre le paradis et l'enfer, mais certains sont un peu plus proches du paradis que d'autres. On a Valk Photo qui nous dit le maintien de l'ordre qui évolue en enrôlant, entre guillemets, les civils pour aider les forces de l'ordre à appliquer les consignes politiques antisociales. Je suis pas sûr que ce soit une bonne évolution. Ça fait juste moins mal physiquement, mais sûrement pas socialement. Oui, il n'y a pas de paradis. Celui qui sait comment on a une situation parfaite de cohésion sociale forte, où les gens sont solidaires et on n'a pas besoin d'envoyer la police sur des lignes de clivage. Bon, à part de petits pays, effectivement très riches et isolés du reste du monde, qui peuvent arriver à avoir ce modèle idéal, peut-être, sinon on ne sait pas faire ça. Donc on est dans un système de tâtonnement. Et voilà, c'est ce qu'on voulait expliquer, c'est un processus historique de tâtonnement. Personne ne connaît la recette. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qu'on peut vouloir éviter, notamment l'armement. C'est-à-dire que si on donne à des policiers des LBD et des grenades, c'est pour qu'ils s'en servent. À partir de là, on a des blessures irréversibles. Il y a des choses dont on sait les effets. Donc c'est ces choses-là qu'on pourrait espérer voir corriger. Ce que Valka veut dire, hein, elle fait allusion, donc elle a vu le documentaire en question, Police Attitude, puisque en fait elle évoque là en disant ça, hein, si j'ai bien compris, confère ce qui s'est dit sur les contre-sommets, les squats en Allemagne dans le documentaire. Il faut expliquer en 2 mots, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, la police, et ça nous amène à la question de la désescalade que je voulais aborder avec toi, la police va, donc on apprend dans le documentaire, elle va voir les commerçants, elle va voir les associations de parents d'élèves, elle va faire tout un ce que Valka manifestement appelle elle un enrôlement des civils pour finalement faire ce qu'on appelle la désescalade, ce dont on entend beaucoup parler, qui est un concept que tu portes ou que Fabien Jobard, autres chercheurs et sociologues portent souvent. Donc c'est de ça dont Valka veut parler, je pense. Oui, mais voilà, quand il y a dans la société des groupes qui ont des visions différentes. Bon, dans le cas de Berlin, à la fin des années 80, début des années 90, on a des groupes qui sont plutôt sympathisants de l'extrême gauche, qui utilisent le 1er mai comme une plateforme de confrontation. Bon, et donc là, ça c'est une réalité que la police et le gouvernement de Berlin ne peuvent pas ignorer. Donc, quelle est la stratégie par rapport à ça? Donc, peut-être il y aurait pu y avoir une prévention de ça. Mais pour ceux qui sont en charge au moment où ça se produit, bon, quelle est leur latitude, quels sont leurs moyens d'action? Donc, il y a un moyen d'action qui est effectivement d'essayer de gagner, on va dire, la guerre sur le terrain. Ouais. Et puis, il y a une autre technique qui est de dire, en fait, si on regarde la dynamique de ces 1er mai révolutionnaires, parce que c'est comme ça qu'ils s'appelaient, en fait, on a énormément de dégâts qui sont causés par des groupes qui sont assez limités. Donc la stratégie de la police, c'est de dire, voilà, réfléchissons, c'est un peu comme le poisson qui nage dans l'eau, suivant, je ne sais pas bien citer Mao Tse-tung, mais c'est un peu l'idée, c'est de dire, voilà, quand il n'y a plus d'eau, le poisson ne peut plus nager. Donc la police, elle dit, son but, c'est de réduire les troubles. Bon.
Et pour réduire les troubles, elle dit le mieux, c'est d'enlever une partie des soutiens parce qu'à ce moment-là, l'action perd toute sa signification. Et c'est la stratégie de la police. Mais il y a toujours de la politique dans l'action de la police. Oui, on n'enlève pas la politique dans l'action de la police en Allemagne. La désescalade, c'est une technique de police. C'est pas un programme politique. C'est une technique de police. C'est une manière d'arriver à ce que les citoyens souffrent moins de la confrontation avec la police. Et nous voilà dans la doctrine contre-insurrectionnelle, nous dit l'Antistream. Alors là, il faudrait nous en dire un peu plus. Moi, je sais ce que ça veut dire, mais il faudrait nous donner un peu de grain à moudre, l'Antistream, si tu veux préciser. Justement, la désescalade, est-ce que c'est pas un mythe? Est-ce que c'est pas une légende? Je veux dire par là que vous êtes... enfin, ce concept-là est assez critiqué. Alors évidemment, de la part des policiers français, parce qu'en fait, on en a parlé longuement la première demi-heure sur l'idée que de s'intéresser à ce qui se passe à l'étranger, ça les effleure pas beaucoup. Mais bon, toujours est-il que voilà, quand on fait des débats avec des policiers à la radio ou en face à face, le mot désescalade, c'est tout de suite rejeté, mais c'est aussi discuté par d'autres chercheurs, comme Paul Rocher, j'ai son bouquin là, il faudrait que je le retrouve, qui dit en fait non, un, ça marche pas si bien que ça, et puis deux, de toute façon, c'est un peu ce que Valka disait, c'est-à-dire c'est pas, ça n'est pas, enfin je voudrais pas trahir sa parole, genre, on va inviter Paul évidemment. Mais en tout cas, sur l'aile gauche, la question de la désescalade n'attire pas forcément tous les suffrages, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds à ces deux critiques-là, de part et d'autre? Non, moi, encore une fois, c'est une technique de police. Donc, le fait qu'il y ait des affrontements entre les groupes sociaux n'est pas résolu par les techniques de désescalade. Donc, si on imagine en fait qu'on peut limiter les tensions entre les groupes sociaux par d'autres manières, on a moins besoin de la police. Bon. Maintenant, au moment où on a besoin de la police, elle va agir, et elle peut agir de manière plus ou moins violente. Ce qui a fait démarrer la réflexion sur la désescalade, c'est le fait que dans les pays nordiques, qui ont les polices les mieux formées d'Europe et qui ont les polices qui sont moins agressives, ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont jamais, d'Europe, si on regarde le nombre de personnes qui sont tuées, par exemple, par la police en Finlande, c'est 0 depuis 10 ans. Bon. Donc, quand il y a eu un mort à l'occasion d'un G7, alors je ne sais plus si c'était à Oslo ou dans une autre capitale nordique, à ce moment-là, la police, elle a été peut-être choquée, en tout cas ses responsables, et ça a provoqué un électrochoc. Ils se sont dit, voilà, nous, on n'était pas préparés à voir un policier sortir son arme et tirer sur un manifestant en maintien de l'ordre, donc il y a quelque chose qui n'a pas marché. Puisqu'au moment où un policier sort son arme et tire sur un civil désarmé, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et ça, c'est le début de la réflexion sur la désescalade. C'est comment on fait pour ne pas utiliser nos armes. C'est très intéressant. C'est quand même très intéressant, enfin moi je trouve. Et à ce moment-là, l'idée était d'associer un certain nombre de professionnels, et notamment psychologues, sociologues, etc., sur toute la réflexion sur la psychologie des foules, et de dire, en fait, on n'a pas une foule irrationnelle qui ne comprend que le bâton, on a un agrégat de différents morceaux de foule qui ont leurs propres agendas. On l'a très bien vu pendant la manifestation des Gilets jaunes, entre le début de manifestation, où les Black Blocs allaient intervenir, la fin de journée, on a eu un certain nombre de pillages dans les rues de Paris, et une masse de manifestants qui étaient ni les uns ni les autres. Donc on a cette hétérogénéité-là. Donc l'idée, c'était de dire comment on fait pour gérer cette hétérogénéité. Et la désescalade, ce n'est pas une option de police qui dit on laisse tout faire. Ce n'est pas une option d'organisation policière qui dit on ne se soucie pas du fait que, par exemple, des bâtiments sont pillés ou incendiés. Non, il reste évidemment une notion d'intervention policière et de contrôle des comportements déviants. Mais il y a une réflexion plus globale sur comment on accompagne la foule, comment on permet l'expression des droits. Et c'est ça qu'il y a dans le début de la désescalade, les deux mamelles, j'ai envie de dire, d'un côté, le droit à manifester, qui est inscrit en fait dans la doctrine de désescalade, et de l'autre côté, le fait qu'on n'a pas le droit de tout faire. Et c'est ce qu'on n'a pas en France. On n'a pas
les deux éléments qui sont posés à parité dans une même doctrine. C'est ça qui nous manque. Donc moi, je trouve que, je ne dis pas que c'est parfait, mais aujourd'hui, en tout cas, on voit qu'un certain nombre de pays sont capables de réfléchir à la protection des droits, notamment à s'exprimer, et en même temps au fait qu'il y a des limites qu'un gouvernement peut très difficilement autoriser à franchir. Alors, il y a beaucoup de questions, mais je t'avais déjà pris plus d'1 heure et demie, on avait dit 30 minutes. Je pense que tu reviendras, Sébastien, si tu as envie. Je voudrais juste évoquer Malik Oussekine, mais dire que dans le chat, il y a beaucoup de réactions à ce que tu dis, notamment sur la doctrine contre-insurrectionnelle et un ensemble de tactiques, stratégies plus ou moins théorisées par les armées et les polices pour contrer les mouvements insurrectionnels et révolutionnaires. Il y a les travaux de Mathieu Rigouste là-dessus, évidemment, qui sont passionnants. Mais tout simplement, certains disent, comme Valka à nouveau, qui pensent qu'elle va être invitée. Mais bien sûr que je t'inviterai un de ces jours, que finalement la gendarmerie ferait du placement de produits avec ce processus de désescalade, et elle dit mais la gendarmerie c'est aussi alors notamment dans ce qui aurait été utilisé à Notre-Dame-des-Landes et dans les ZAD en général, et elle rappelle évidemment que c'est Rémi Fraisse, la gendarmerie, Sivens, que c'est Adama Traoré, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord que l'idée que la désescalade ça peut être aussi vendu comme ouais, que c'est un placement de produit finalement, et que sa Bah, réalité n'est pas tout à fait. disons, ça reste une. Bon, la désescalade, c'est une doctrine de police. Donc, c'est un ensemble de règles pour appliquer des principes. C'est ça une doctrine. Alors, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas juste les principes, c'est les règles pour appliquer les principes. Bon. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très, très commercial. La vente, disons, de ça, c'est aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de marché pour l'acheter en France. Et ben, ça peut même être risqué d'essayer aujourd'hui. Par exemple, si la gendarmerie disait je vais proposer quelque chose dont elle sait que ça ne plaît pas au ministre, ça abrégerait probablement la carrière du directeur général. Donc, je pense que les choses sont plus compliquées que ce qui a été dit, si je peux me permettre de formuler les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des sensibilités. Bon, je pense que pour la gendarmerie, qui a une origine militaire, il y a une notion de contrôle du comportement de tous les gendarmes qui est supérieure à ce qu'on va observer en matière de police. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bon dans l'organisation militaire, c'est la chaîne de commandement et c'est le contrôle du comportement des agents. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui ne s'est pas passé lorsque Rémi Fraisse a été tué. C'est qu'il y avait en fait des gendarmes qui ont été envoyés sur place à Sivens, qui ne connaissaient pas le territoire, qui ne connaissaient pas les personnes et qui ont été laissés sans commandement. Et donc, il y a eu un déficit de commandement. Et après, il y a un gendarme qui a eu la malchance de tirer cette grenade et Rémi Fraisse qui a eu encore plus de malchance de la recevoir entre son sac à dos et son dos. Voilà. Mais c'est une somme de dysfonctionnement qui est là. Bon, voilà. Donc, mais la gendarmerie aujourd'hui n'est pas, me semble-t-il, en train d'adhérer à la doctrine de l'escalade et n'est pas non plus en train de renoncer, en tout cas par les voies d'un certain nombre de généraux qui continuent à s'exprimer, n'est pas en train de renoncer, par exemple, à l'utilisation des armes que sont les grenades à effet de souffle et ni les LBD, même si elles les ont peu utilisées contre les gilets jaunes. Donc, voilà, je ne suis pas sûr que la gendarmerie soit vraiment en position aujourd'hui de placer un produit en matière de maintien de l'ordre. Je termine avec Malik Oussekine. C'est une scène qui est assez longue dans votre film. Et c'est notamment une scène assez longue. Alors, d'une part, parce que vous avez exhumé des archives qui. Certaines sont très connues. Le massage cardiaque et. Voilà, rue Monsieur le Prince, le décembre 1986. Mais en fait, il y a plus que ça. Vous avez mis en longueur cette image-là, et c'est évidemment pas, en tout cas je ne le crois pas du tout, par voyeurisme ou quoi que ce soit, c'est simplement parce que vous avez quelqu'un, en l'espèce Fabien Jobard, qui explique une chose qu'on a peut-être un peu oubliée ou qu'on n'a pas perçue, qui est qu'en fait la mort de Malik Oussekine est filmée. Elle est filmée, je crois qu'elle est filmée par l'équipe de France, enfin à l'époque c'était Antenne 2. Alors d'ailleurs il y a aussi quelque chose d'amusant, si je puis dire ça comme ça, dans le film, c'est qu'on voit Noël Mamère, qui à l'époque est journaliste, qui casse l'antenne.
qui casse l'antenne, c'est-à-dire qui dit on arrête le programme et on va parler de la mort d'un jeune manifestant, ce qui n'a pas été fait avec Zineb Redouane ou Steve par exemple. Donc là, on mesure quand même, il y a une évolution de la société, et ensuite on revoit le même Noël Mamère qui justement, sur Rémi Fraisse, refuse finalement de signer le rapport du parlementaire dont il est le président, rapport sur le maintien de l'ordre. Bref, je reviens à Malik Oussekine, et Fabien Jobard dit voilà, en fait, une des raisons pour lesquelles ce drame absolument terrible reste, c'est aussi parce qu'il est filmé. Est-ce que c'est ton sentiment aussi? Et ce sera ma dernière question. Bon, voilà. Donc, je pense que, en fait, tous les décès en maintien de l'ordre étaient perçus comme des échecs. Alors, je pars hors période de la décolonisation, parce que dans la période 61-62, où Papon est préfet de police de Paris, avec ses antécédents de Vichy et son parcours en Algérie, pour lui, l'utilisation de la police pouvait se faire, et l'utilisation des armes par les policiers pouvait se faire sans qu'il ait véritablement d'état d'âme. Il a dit j'ai fait ce que je devais faire. Il y a quand même eu plus de 100 morts en 61 et il y a quand même eu 9 personnes tuées par la police début 62 à Charolles. Bon, il a dit j'ai fait ce que je devais faire. Donc je crois que ça explique très bien. Voilà. Mais quand on va sortir de cette période-là, l'idée que le maintien de l'ordre ne doit pas tuer, qui est une idée qui existe, mais qui n'était pas une réalité, qui n'était pas vérifiée de manière régulière, cette idée-là, elle devient de plus en plus forte. Et elle continue à exister aujourd'hui. Elle explique aussi la mobilisation contre les violences policières. Donc c'est cette idée-là qui est forte. Voilà. Donc, et c'est pour ça que ça choque. Et ensuite, évidemment, ça choque parce que il y a eu mai 68 entre-temps. Il y a eu l'affirmation qu'un policier, s'il frappe quelqu'un qui est à terre, eh ben, il se frappe lui-même. Donc, il y a eu la mise en forme d'une éthique policière dans le maintien de l'ordre. Alors, c'est une mise en forme fragile, puisqu'elle a lieu en 68, mais immédiatement après, on va voir la création des voltigeurs qui vont tuer Malik Oussekine, mais qui vont le tuer 18 ans plus tard. Donc, en fait, après 68, on crée les voltigeurs. Et le décès de Malik Oussekine intervient en 86, avec un effet retard. Donc voilà, donc c'est ce cadre-là. Donc la mort reste un élément très fort. Et ensuite, le fait qu'on partage le moment du décès, comme avec George Floyd aux États-Unis, ça renforce la vérité, en gros, de cette mort. Et je pense que c'est ce qui fait que ces deux éléments combinés fait que Malik Oussekine est inscrit dans l'héritage du maintien de l'ordre français, même si c'est intéressant, je finirai par là, un député de La République En Marche, Fauvergue, a dit il faut oublier Malik Oussekine. Et ça, c'était très révélateur d'une nouvelle façon de faire le maintien de l'ordre. Alors, est-ce que c'est une maladresse quand il a dit ça? Est-ce que c'est un tournant? C'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, l'idée d'effacer, en gros, un moment emblématique du maintien de l'ordre est forcément quelque chose qui interroge. Écoute, merci infiniment. J'ai pris trois demi-heures, là on devait en faire qu'une. Bon, ouais. Écoute, c'était passionnant. Tu reviendras dans l'émission absolument quand tu veux. Quand techniquement je serai un peu plus à l'aise, on fera des discussions avec plusieurs personnes par Zoom. Et puis on essaiera aussi de faire entrer un peu plus d'interaction de gens du chat. En tout cas, moi je suis bluffé par la qualité des échanges sur le chat et la variété, quoi. Voilà. Donc là, il y a notamment des gens qui parlent du point de vue abolitionniste de la police, qui n'est pas simplement l'idée de dire il ne faut pas de police, mais plutôt de dire résoudre les problèmes qui créent les problèmes sociaux revient à réduire la police. C'est-à-dire que si on réduit les inégalités sociales, on a moins besoin de police, voire pas du tout. Voilà. Mais ça, on en parlera évidemment très très souvent, parce que l'idée de l'émission, c'est d'être hebdo. Sébastien, je te remercie infiniment. Alors, je représente, là, c'est ton dernier bouquin
en date. Je crois que tu en as un autre en préparation. Oui, je Euh, suis lent, mais je vais le faire. c'est ce que m'a dit ton éditeur. Ouais. Non, non, je rigole. Donc voilà, il y a un autre bouquin en préparation. Et puis, pour ceux qui nous suivent, tu es très actif sur Twitter, où tu bats le fer parfois avec des syndicats de police et autres. Voilà, et tu es une véritable vigie. Donc, merci beaucoup. Moi, je vais faire une petite pause. Je vais vous lancer la scène pause et je reviendrai après avec un petit peu de discussion et je vais vous montrer aussi des petites choses que j'ai repérées cette semaine. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, merci pour C'était top. l'invitation. Et puis, enfin voilà, je t'envoie le lien dès que c'est sur YouTube pour que tu revoies tout tranquillos, quoi. Voilà. Merci bien, merci bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Alors, il n'y a pas de son pendant la pause. Euh, alors là, normalement, je suis revenu. J'espère que euh, vous avez le son. C'est chouette, mais c'est c'est fatigant. Donc, j'ai préparé des petites choses, mais là, j'ai envie un peu de vous entendre et de vous lire. Donc, alors, non, je ne vais pas streamer tous les jours, mais il se trouve qu'en effet, on a pris rendez-vous demain, alors ici et sur la chaîne Presse Purée, avec des étudiants en journalisme. Euh,
donc voilà, c'est un engagement que j'ai pris il y a déjà un certain temps avec des gens de différentes écoles de journalisme, reconnus ou non, Metz, Paris et ailleurs, mais en fait c'est ouvert absolument à tout le monde. Donc ça c'est pour demain. L'idée de l'émission Au Poste, c'est à terme d'être hebdomadaire, mais peut-être qu'au début je vais en faire un peu plus ou un peu moins, à une régularité pas très régulière pour le dire comme ça, parce il faut que je m'entraîne en fait. Et donc vraiment, moi je remercie beaucoup Sébastien d'avoir pris beaucoup de son temps pour essuyer les plâtres de cette première. Alors il n'y a pas de son pendant la pause, non. Il faudrait que je trouve une petite musique qui effectivement nous permettrait d'attendre. Oui, comme Anthony le dit. Alors, en effet, si vous avez ni son ni animation du fond, Streamlab est dans les choux, redémarrage de l'appli du stream envisageable. Alors là, je ne sais pas ce que veut dire Sadrunner. Euh, est-ce que là ça plante, c'est ça que ça veut dire ou c'est autre chose? Une musique d'ascenseur, oui, bien sûr. Voilà. Tac, tac. Il faudrait baisser la cadence des glitches. Je crois que ça joue sur la fluidité du flux. Alors en fait, les glitches que vous voyez là pendant que je parle, en fait c'est une vidéo qui est en boucle, hein. C'est une vidéo de 10 secondes qui revient. Là j'ai mon assistant qui arrive ici. Que se passe-t-il? Comment? Non, mais là je regarde le chat. Un son des Tugs pendant la pause, ah oui, ce serait formidable, mais j'ai cru comprendre que Twitch, Amazon, il rigolait pas avec les musiques. D'ailleurs, l'autre jour, il m'est arrivé un truc dingue. J'ai mis sur YouTube une bande-annonce d'un documentaire que j'avais réalisé il y a 5 ans maintenant, 6 ans au Canada, Fort McMurray, enfin Fort McMoney, dans une ville, voilà, j'en parlerai un autre jour, qu'importe. Et en fait, dans ce petit teaser, il y avait une espèce de fête foraine où au loin, il y a une petite musique que moi, j'avais jamais pu identifier. Et bien, en mettant la bande-annonce, YouTube m'a dit qu'il y avait 3 secondes qui ne m'appartenaient pas, qu'il fallait que je retire ça tout de suite, etc. Enfin, un truc dingue. Donc ouais, c'est ça. Il faut que du copyright sans copyright. Donc il faut que je cherche ça. Si vous avez, non, l'assistant ne commet aucune faute. L'assistant, en réalité, il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs ici. Et surtout, c'était extraordinaire. Oui, le bot YouTube est incroyable. C'est absolument incroyable parce que vraiment on avait cherché pendant des années quel était ce morceau, etc. On l'avait pas trouvé et puis voilà. Donc, alors, juste que durant la pause, le fond était figé. Donc possible que ça buguait. Je sais pas parce que je crois pas, je sais plus. Bon, je vérifierai si s'il y a une vidéo pendant la pause ou pas. Excusez-moi, un peu de café. Alors oui, Valka parle de la fameuse technique des flics qui mettent de la musique pour faire sauter les vidéos. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ça se fait aux États-Unis. Il semblerait que ça se fasse maintenant en France. Des policiers qui sont filmés mettent par exemple les Beatles, de sorte que Instagram coupe, ou Twitter, ou YouTube. Enfin, Twitter, je ne suis pas sûr qu'ils aient un algorithme. Enfin, YouTube ou Facebook Live ou Instagram coupe en fait immédiatement la diffusion parce que reconnaissance de droit d'auteur sur une musique. Donc on a à la fois un abus de pouvoir, évidemment, hein, empêcher quelqu'un de filmer, mais on a aussi l'algorithme qui rajoute du pouvoir à cet abus de pouvoir. Enfin, c'est quelque chose de complètement sidérant, quoi. Il y a eu des articles, j'essaierai de vous retrouver ça, il y a eu des articles là, qui sont sortis ces derniers jours. Ok. Touk, touk, touk. Et oui, une stratégie. Salut camarade.
Salut camarade. Ah bah lui, oui, salut camarade. Alexandre Brachet, fondateur de Upian. Upian avec qui on avait fait nos premières armes de web documentaire, Prison Valley notamment. Voilà. Et donc bah là, d'une certaine manière, cette chaîne Twitch, c'est le continuum documentaire. Ouais, c'est ça, c'est le continuum documentaire, c'est d'autres façons de continuer à s'exprimer et à partager. Voilà. Alors, est-ce que alors moi j'avais préparé des petites choses que je voulais vous montrer, mais est-ce que c'est ça l'idée? Bah oui, quand même, je voulais vous montrer cette petite chose-là que vous avez sans doute vue de votre côté. C'est quand même assez sidérant, hein, ça s'est passé aujourd'hui. La police paye-t-elle les droits quand elle diffuse des Beatles dans la rue? Euh, bonne question. Donc voilà, tweet ce matin du compte Twitter de la police nationale. Alors, on abordera très souvent la question de la communication de la police, parce que évidemment c'est un des enjeux majeurs. Et comme vous le savez, depuis maintenant quelques temps, mais on fera une émission là-dessus très précisément. Voilà, il y a des community managers, il y a des cadreurs qui sont embauchés, etc. Et aujourd'hui, le community manager de la police nationale a donc publié Ne cherchez plus, si les Daft Punk se séparent, c'est pour devenir policier. Derrière chaque casque se cache une vocation, reconversion. Voilà, et donc on a ce montage photo. Alors évidemment, ce tweet a fait jaser. D'ailleurs, tout à l'heure, en début d'émission, vous étiez plusieurs. Alors là, il faudrait que je remonte le chat à l'avoir évoqué. Je dois vous confesser que moi, je n'ai jamais vu Star Wars. Mais par contre, je sais que les gens en blanc, c'est pas des gentils. Et je sais qu'ils défendent l'Empire. Et donc, c'est pas une image qui est terrible pour la police en réalité. Pour la petite histoire, cette photo avait déjà été détournée. Oui, bah voilà, c'est ce que dit Valka aussi. Avait déjà été détournée il y a quelque temps par un community manager local, je ne sais plus quelle préfecture. Je me demande si c'était pas un gendarme, enfin bon, voilà, qui avait quand même mangé un shitstorm assez incroyable. Et là, ils ont recommencé. Et là, si vous regardez, il y a quand même un grand nombre. Tiens, il y a Tahabouafs qui nous dit, au moins vous êtes lucide. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vous alliez le faire gagner. Bon voilà, détournement. Il y a eu voilà. Donc bon voilà. Donc c'est assez terrible. C'est assez terrible de voir que la police à la fois comprend qu'elle est en retard dans la communication et fait absolument n'importe quoi en termes de communication. Mais ça, on en parlera plus en détail plus tard. Voilà. Donc ça c'était un petit tweet que vous avez dû voir. Alors à propos de tweet, et là en fait tout a démarré donc il y a déjà plusieurs mois quand quelqu'un proche de moi, un petit bonhomme, m'a dit tu devrais te mettre sur Twitch, papa. Voilà. Et pour être tout à fait franc, il y a 1 an et demi, avec les gens de Mediapart, on avait eu l'idée de faire une émission un peu comme ce qu'on vient de faire là ce soir, mais beaucoup plus classique, c'est-à-dire pas sur Twitch du tout, hein, une émission de plateau. Puis finalement, on l'a pas faite pour plein de raisons. Et il y a quelques jours, un dimanche, le dimanche 7 février, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai lancé sur Twitter un sondage. Et qui disait, alors vous devez le voir, j'espère que vous arrivez à lire le tweet.
Alors je rappelle, enfin je dis pour ceux qui viennent d'arriver qu'en fait là je stream avec un seul écran. C'est l'enfer sur Terre. Donc ça va s'arranger. Donc voilà, se lancer dans l'animation d'un talk show régulier sur les libertés fondamentales, police, enjeux politiques, sur les questions de sécurité, c'est bien de le faire sur suggestions, envie, remarques, bienvenue. Alors sur Twitch, sur YouTube, ailleurs, autre chose à faire. Et donc voilà, sur 3738 votes, les résultats finaux ont donné 49% pour Twitch. Et donc, bah voilà, je me suis équipé. Je me suis équipé et j'ai été sacrément aidé par des gens qui sont devenus, pour certains, modérateurs ici, comme François, Sophie dont j'ai parlé tout à l'heure, ainsi que Host Politique, Robin et d'autres qui m'ont beaucoup aidé. Robin, c'était cette nuit pour les questions de son. Voilà, donc il y a eu plein de belles fées autour du berceau. Oui, un périphérique qui ne prend pas en charge la capture d'écran. Non, c'est même pas le périphérique, c'est Mac. C'est-à-dire que Mac gère très mal les fenêtres. Enfin bon, bref, c'est un enfer. Merci réalisation pour le sondage. En effet, il est là. Et bah en fait, ce qui était drôle, c'est que il y a eu dans les réponses beaucoup de gens qui ont dit qu'en fait, il y avait un autre endroit où faire ça. Alors là, évidemment, je ne les vois pas. Si, ça commence sur Blast France, sur Blast, etc. etc. Peertube, alors évidemment, ouais, je vais le faire aussi. Il faudrait que je mette les vidéos sur Peertube. Et donc, en fait, pour rien vous cacher, il y a de fortes chances pour que Au Poste soit une émission de Blast. Donc Blast, c'est la chaîne qui est lancée actuellement par Denis Robert, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est en train de se préparer avec tout un tas de gens super. Et donc, a priori, eh ben, on devrait s'associer pour faire, voilà, pour relayer sur le compte Twitch de Blast et sur la chaîne Blast. Voilà. Oui, Pertube, oui, on va le faire aussi. Il faut que j'ai un compte, je crois. Il faut que j'ouvre ça. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous annoncer. Et puis, je voulais vous annoncer ceci. Enfin, vous montrer plutôt. Je ne sais pas si cet article... oui, Peertube, on va essayer aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez lu cet article de France Inter, qui date d'il y a quelques jours, le 19 février, qui est signé d'un dénommé Kevin Dufresh. Ça n'a rien à voir, je ne sais pas qui c'est. Comment Bercy va surveiller Internet pour lutter contre la fraude fiscale. Instagram, Twitter, Facebook, mais aussi Le Bon Coin ou Airbnb. Un algorithme testé dans les prochaines semaines doit permettre à l'administration fiscale de scruter Internet pour y repérer d'éventuelles preuves de fraude, mais toutes les données ne pourront pas être collectées. Donc je ne sais pas si cet article a suscité votre intérêt, si vous avez été mis au courant. Moi, je l'ai très peu vu relayé. Il y a un décret d'application qui a été publié le 13 février, ce qui explique pourquoi il y a cet article. Et en fait, au détour de l'article, ce qu'on comprend, c'est que, par exemple, alors on nous explique que ne vont pas être exploitées, évidemment, les photos privées. Bah, encore heureux. Donc, alors les photos sur Instagram ou une annonce sur Le Bon Coin, si tout ça est public, ça peut être récolté par l'algorithme. En revanche, un tweet ou une photo sur Instagram issue de comptes privés réservés aux abonnés du compte en question, un post Facebook réservé à ses amis ou encore des échanges par messagerie privée sont intouchables. De même, les contenus publiés par des tiers, comme les commentaires sur les réseaux sociaux, ne peuvent être collectés. Et donc le but, évidemment, c'est de voir si y a... alors Bercy insiste sur le fait que l'administration fiscale veut cibler certaines fraudes.
lutter contre les trafics en tout genre, notamment de stupéfiants. Les douanes auront ainsi accès à l'algorithme, épingler ceux qui font du commerce à grande échelle sans le déclarer, via Le Bon Coin ou eBay par exemple. Enfin, cela pourrait servir à déterminer si une domiciliation fiscale est frauduleuse en exploitant les données de localisation de publication sur les réseaux sociaux par exemple. Voilà où on en est. Donc l'article a été je sens que plein de gens vont découvrir que la CAF a déjà le droit de le faire. Alors en effet, Valka a raison de le dire, c'est-à-dire qu'en fait il y a des pratiques il y a des pratiques qui existent, notamment chez les assureurs. On sait qu'il y a des assureurs qui, par exemple, peuvent rompre des contrats parce que vous déclarez que vous n'êtes pas fumeur et finalement, sur des photos, on vous voit la clope au bec et que donc, voilà, ça... Voilà. Mais là, disons que ce qui est, je trouve... assez affolant, c'est quand même l'idée qu'on a d'un côté la loi sécurité globale, d'autre côté la loi séparatisme, ensuite on a des décrets de ce genre-là, c'est-à-dire qu'on est quand même dans quelque chose qui est vraiment du flicage total, quoi. Je veux dire, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. D'où l'idée de cette émission, pour en débattre régulièrement et discuter avec vous de ces choses-là. Il y a des chances que ça traque surtout les petits gens et pas les gros poissons, nous dit Sadrunner. Les évadés fiscaux ne postent pas leurs photos de leur boîte aux lettres de Jersey sur Instagram. Oui, mais je pense que là, il y a tout de localisation. Enfin bon, voilà, c'est assez effarant. Je crois qu'on est tous blasés. Non, moi je ne crois pas. Je crois pas. Qu'on soit découragé, dépité, oui, mais blasé, non, je ne pense pas. Voilà, écoutez, pour terminer, je voulais aussi vous donner un petit podcast à écouter chez Retro News. Alors, je vais peut-être le mettre, mais au début, il y a de la pub. Donc, Livy, un mètre. En plus, bon, ok. Comment je peux couper ça? Attendez. Attendez, je vais vous le couper ici. Normalement, vous ne devriez pas la voir, la pub. Par contre, moi, ça me hurle dessus. Il s'agit d'une série de podcasts qui s'appelle Série Noire au pluriel, qui est faite par Retro News, qui est le site qui est assez génial de la Bibliothèque nationale de France, qui exhume des articles de la presse française depuis... Enfin, pas que de la presse d'ailleurs. Attendez. Qu'on peut consulter. On peut consulter quantité d'archives de la BNF, de bouquins, etc. Et donc là, voilà, j'ai baissé la pub. Et donc, là, c'est un podcast donc, qui s'appelle Série Noire. Et ça, c'est le 2e épisode, Les Apaches à l'assaut de Paris, réalité et fiction. Je vais vous laisser écouter les premières secondes. Série Noire à la une. Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Série Noire. Bonjour, c'est Série Noire à la une, la presse et le crime, bienvenue à vous. C'est le numéro 2 déjà, c'est le numéro 2 de Série Noire à la une, un podcast mensuel de Retro News, le site de presse de la BNF. On se demande ici comment la presse, depuis 3 siècles, a raconté les crimes, les marges, les faits divers, et comment on décrit, parfois construit le négatif d'une société et surtout comment on le raconte. Voilà l'objet de cette collection. Dans chaque épisode, nous nous arrêterons sur une figure de criminel, soit individuelle, soit collective, et nous inviterons les plus grands spécialistes à nous en parler. Et dans ce 2e épisode, justement, de criminel et collectif, nous allons parler des Apaches.
Série noire à la une. Il y a des Apaches à Paris. Mais ils ne sont pas à l'exposition. Généralement, on les rencontre sur les boulevards extérieurs ou le long du canal. L'autre jour, ces Chirakawi ont enlevé un pauvre diable qui cheminait dans une rue déserte et ils lui ont dit « Si tu nous aimes, suis-nous. » Comme ils n'avaient pas l'air de les aimer et qu'ils ne faisaient pas mine de les suivre, ils lui ont administré quelques bonnes gourmades pour déterminer sa sympathie lente à venir et activer sa marche hésitante. Ils l'ont emmené dans une espèce de cour des miracles où siègent leurs principaux chefs et ils l'ont mis à la question avec de l'absinthe. Ils lui en ont versé et ingurgité de force jusqu'à ce qu'il tombât ivre-mort à leurs pieds. Ils avaient espéré mieux. Ils se flattaient, j'imagine, d'assister à une séance expérimentale de délirium très mince, dans laquelle ils auraient pu observer avec fruit les effets de l'absinthe sur le système nerveux et sur l'appareil cérébral. Furieux de n'avoir pas joui du spectacle instructif qu'ils s'étaient promis, ces respectables empiriques s'en sont pris au bonhomme, que dans leur langage ils appellent un pente. Ils lui ont meurtri le corps et la figure, ils lui ont fait sortir un œil de la tête, ils lui ont planté un couteau dans la joue. Après quoi, ils l'ont laissé là, râlant, avec un écriteau sur la poitrine, la bande des Apaches. C'est pour Le Soleil, quotidien anti-républicain, le 12 juillet 1900. Pour parler des Apaches et nous plonger dans le Paris de Belleville et de Ménilmontant des années 1900, nous sommes avec Quentin Deluermoz et Arnaud-Dominique Hout. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Quentin Deluermoz, vous êtes historien, professeur à l'Université de Paris. Vos recherches portent sur l'histoire sociale et culturelle du 19e. Vous avez édité et présenté deux récits autobiographiques que vous avez donc édités et réunis sous le titre Chronique du Paris Apache au Mercure de France. Il y a la médaille de mort du gardien de la paix Eugène Corsi et les mémoires de Casque d'Or. On va en reparler. Arnaud-Dominique Hout, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université, membre du Centre d'histoire du 19e, spécialiste d'histoire de la gendarmerie nationale française. Vous avez coécrit avec Emmanuel Blanchard et Vincent Denis et sous la direction de Vincent Millot une histoire des polices en France, des guerres de religion à nos jours, paru en février, c'était aux éditions Belin. Et vous y parlez des Apaches pendant plusieurs pages, on va y revenir. Je viens de lire un extrait du journal Le Soleil qu'on peut retrouver sur retronews.fr. Est-ce que c'est bien ce journal qui a lancé ce terme Apache, Quentin Deluermoz ? On associe souvent le premier usage du terme Apache à ce titre, mais en réalité c'est une production collective qui opère par petites touches. La société est littéralement traversée d'une immense angoisse à l'égard de ces jeunes déclassés, qu'on appelle Apache. On pourra revenir un petit peu sur ce que Dominique Khalifa appelait l'archéologie de l'Apachie, c'est-à-dire qu'il y a quand même toute une strate de représentation qui est en jeu derrière. Il vaut mieux le considérer comme un phénomène collectif dont la presse est un des relais qu'uniquement comme une simple création d'un seul titre. Oui, ça va être quand même au cœur de notre discussion dans cette émission, c'est la question de la construction d'une figure. Tout à fait. Figure de l'Apache. Oui, alors en fait, si on veut vraiment reprendre un petit peu les différentes strates, en fait, il faut probablement remonter dans les années 1860. À ce moment-là, se développent deux types de médias qui vont accentuer cette peur. Tout d'abord, on a les romans feuilletons, les romans populaires, et notamment l'avènement de ce qu'on appelle le roman criminel, dont un des maîtres sera Émile Gaboriau. Et puis, on a l'avènement de la presse de très grande diffusion, avec le petit journal, qui, par ses faits divers, commence à toucher des publics nouveaux. Ce qu'on observe, en fait, c'est qu'à partir des années 1900, c'est-à-dire le moment où vont apparaître les Apaches, on a un déplacement dans cet imaginaire, et on passe du roman criminel au roman judiciaire. De plus en plus, le héros, ça va être l'inspecteur, ça va être l'enquêteur, ça va être le reporter. Et l'enquête est au cœur de l'ouvrage. Et ce qui fait que Voilà, je vous laisse découvrir le reste du podcast. Ça dure 30 minutes. C'est absolument passionnant. Ce qui est passionnant dans cette série, c'est qu'on voit comment le fait divers... Alors donc Bourdieu disait le fait divers fait diversion, donc c'était une critique sur l'idée qu'on ne peut pas s'intéresser aux faits divers, c'est s'intéresser à la diversion, c'est pas s'intéresser au véritable problème. Et d'autres, au contraire, considèrent que le fait divers permet aussi d'entrer dans des mondes, dans des univers, dans des intimités, dans des drames qui peuvent dire des choses. Et donc, avec Série Noire, avec cette série-là de Retro News et de... alors attendez, il faut que je retrouve le nom du studio qui fait ça. Je crois que c'est écrit juste en dessous.
Voilà, je manque à tous mes devoirs. Wave Audio, qui est un nouveau studio de podcast. Avec cette série-là, ce qu'on entrevoit, c'est évidemment comment le fait divers fabrique l'opinion, comment l'opinion peut changer, et notamment sur la question évidemment du rapport à la loi, du rapport à la police, etc. Et donc là on plonge, dans un mouvement, enfin j'appelle ça un mouvement, les Apaches. Notamment à Paris, quoi. Voilà. Donc, si tout ça vous intéresse, je vous conseille. Le lien a été mis par Aurélia. Ah, j'ai du mal à dire ton nom, je suis désolé. Euréalisation, voilà, qui a mis plein de liens tout le long de la soirée, alors qu'on n'avait rien préparé. Donc ça, c'est super. Oui, moi je pense que la petite histoire fait la grande. En effet, je suis d'accord avec JCUS. Je vais m'entraîner. Voilà. Mais je peux comprendre évidemment l'idée de le fait divers, fait diversion. Je comprends les deux points. Voilà, c'était ça, c'était la première. Demain, on va se retrouver, alors de manière assez exceptionnelle, parce que l'idée c'est pas de streamer tous les soirs, mais en tout cas demain, voilà, le rendez-vous est pris ici même et sur le compte Twitch de Presse Purée. Là, on parlera pas enfin si, j'imagine, de police, etc. Mais là, ce sont des étudiants en journalisme qui veulent qu'on discute du journalisme et de tout ça. Voilà, bah oui, d'ailleurs l'annonce vient d'être donnée. Alors, j'essaie de... Donc là, vous avez le lien vers la chaîne de Presse Purée. J'avoue que j'ai un peu de mal avec ce nom. Mais on en parlera demain. Ben voilà. Début Twitch. Pour qui c'est, lui ? Il résulte de tout ce qui précède que, pour la recherche des manquements et infractions mentionnés ci-dessus, le législateur a, compte tenu de l'ensemble des conditions énoncées au paragraphe précédent, assorti des garanties propres à assurer entre le droit de respect de la vie. Une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Ok. Gauche Tama me demande si Mathieu Rigouste, dont j'ai parlé tout à l'heure, sera l'invité de l'émission. Bah oui, s'il a envie de venir, il est évidemment le bienvenu. J'ai là dans ma bibliothèque L'ennemi intérieur, la domination policière. Il a réalisé un film sur l'Algérie tout à fait récemment. Donc ce sera sans doute, comment dirais-je, par Zoom. Bon, voilà, de toute façon, l'idée, c'est de débattre régulièrement de ces questions-là, grâce à vous. Et puis, évidemment, si vous avez des propositions d'invités, de thèmes, il ne faut absolument pas hésiter. Mais oui, bien sûr. Alors, je suis un peu perdu. Mais non. Ah, c'est un joueur de Rocket League. Ok, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui vit la nuit sur Twitch, c'est ça ? Bon. Écoutez, je sais pas trop comment on va s'organiser. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que... donc a priori, l'idée ce serait qu'on monte un Discord de la oui, très bien, Un seul héros, le peuple, c'est ça, c'est le film de Mathieu. Ah mais non, ouais, là je peux pas l'ouvrir, mais bon, vous pouvez l'ouvrir directement. Donc voilà, est-ce que je reste quelques minutes ? Est-ce que vous avez des choses à dire, ou est-ce qu'on se retrouve soit demain si vous le souhaitez, 18h45 au même endroit, soit la semaine prochaine. Je ne sais absolument pas quel encore le thème et tout ça, mais hélas, l'actualité est dense. Et puis au-delà de l'actualité, là vous l'avez compris, l'idée de l'émission, c'est pas
de dire ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est vraiment une émission de débat. C'est pas une émission de journalisme. C'est une émission de débat, de réflexion, ancrée dans l'actualité, mais aussi dans le temps long. Par exemple, j'adorerais que les auteurs de ce livre, qui est vraiment fantastique, Histoire des polices en France, alors par contre qui est très très cher, 41 € parce qu'il est très très richement illustré, et puis il vaut, voilà, il vaut son pesant de cacahuètes. J'espère qu'ils viendront. Donc voilà, si vous avez... oui, je me doutais un petit peu. Si jamais, là je répondais à GCUS, si jamais voilà, vous avez des suggestions, des choses comme ça, pour l'instant ça peut passer par Twitter, ça peut passer par mail à l'ancienne. Moi j'adore les mails. Et sinon, je pense qu'on va monter un Discord pour animer tout ça. Voilà, merci infiniment à tout le monde. Mon assistant préféré me dit que j'aurais dû remercier à chaque fois que quelqu'un suivait, etc. Mais bon, là, c'est pas facile. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment. Et puis, on se retrouve demain pour ceux qui veulent. Là, on parlera journalisme. Et puis, la semaine prochaine, pour parler police. À très bientôt. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde.